On se retrouve ce matin, c'est la deuxième matinée, la deuxième journée dans le cadre de cette semaine de lancement du parcours engagement, après donc la semaine à Chamonix que vous avez passée, et après aussi la prise de parole de Christopher Guérin hier, qui nous a parlé du potentiel de l'engagement au niveau d'une entreprise, du potentiel de transformation. Et donc oui, ce parcours s'appelle parcours engagement. Engagement parce que face à toutes les crises, une réponse spontanée, presque vitale, semble de se dire il faut s'engager un peu naturellement. Aussi parce que nous, en tant qu'institution d'éducation, nous souhaitons, voilà, comme je vous disais hier, que vous vous engagiez dans le réel, que vous viviez des expériences et fassiez des allers-retours entre la théorie et la pratique, que donc l'engagement, il y a une dimension de vécu et de concret. Et aussi avec un accent particulier ce matin, parce que c'est en quelque sorte une forme de réponse, ou en tout cas d'écho lointain à vos très jeunes aînés par le diplôme qui, notamment au printemps 2022, ont fait des discours assez retentissants avec une sémantique qui évoquait la désertion, qui évoquait le fait de quitter, de fuir le système, etc. Et donc on avait pensé ensemble vous proposer cette table ronde autour du sens et de l'engagement, qui est donc évidemment cohérent avec cette question de parcours engagement, et en même temps permet d'offrir une première descente dans cette question. Le but n'étant pas de proposer une parole unique, mais d'approfondir ces sujets, de montrer des exemples, des témoignages de parcours et de réflexion sur cette question-là, du sens et de l'engagement. Voilà, donc merci beaucoup, et je suis ravi d'accueillir Lorraine Talon-Hubert de Boisredon et Geneviève Ferron ce matin. On a 2 heures ensemble, à peu près. Geneviève, tu dois partir un peu plus tôt. Et puis, je ne vais pas vous présenter, ça vous le ferez beaucoup mieux que moi, mais en tout cas dire en 2-3 mots la raison pour laquelle je vous ai écrit et vous êtes ici ce matin. Geneviève, c'est, je le dis vraiment rapidement, un peu comme en filigrane, et après, du coup, on va pouvoir approfondir. Geneviève, c'est pour ton parcours fait d'un engagement total depuis très longtemps, et avec des percées à la fois concrètes et aussi conceptuelles, et puis un engagement qui est non seulement à ton niveau, au niveau de plusieurs entreprises, et aussi à un niveau plus général de l'engagement des entreprises et d'un engagement du capitalisme en fait, et de l'économie. Hubert, c'est pour je dirais ta liberté et ta simplicité en tant que dirigeant qui te permettent d'aller vers un management qui, l'air de rien, est radical, un management très libre et un leadership passionnant et très intéressant pour les temps à venir, peut-être. Et Lorraine aussi, tu pourras parler beaucoup aux étudiants parce que tu as un parcours déjà où tu as vécu plusieurs choses très différentes, dans des secteurs très différents. Tu as fait des premiers choix courageux, donc tu pourras nous parler de ces choix. Et tu as aussi cette exigence-là dans ton entreprise dont tu vas nous parler, en matière quand il s'agit d'être cohérent, de transformer l'entreprise un peu sur tous les plans, et comme l'évoquait Christopher Guérin hier, de la faire avancer et d'engager tout le monde au plan social, écologique, économique. Il est donc ambitieux de cette manière. On parlait aussi hier de la stimulation intellectuelle. Il y a une ambition qui est celle de faire avancer le réel de manière cohérente, de manière véritable, etc. Donc voilà, passer cette petite introduction. Je propose de vous présenter peut-être rapidement pour qu'on sache un peu plus concrètement qui vous êtes, ce que vous avez fait, peut-être en tout cas très vite. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, dans la foulée des 3 petits témoignages, à poser des questions ou à nous interpeller sur des points particuliers. Ensuite, on pourra échanger, mais voilà, c'est très ouvert. Je vous laisse, peut-être si vous voulez... Geneviève, si tu veux. On est très disciplinés, on attend que Romain nous désigne, très scolaire en fait. Donc très rapide pour poser le décor.
Ce qui me vaut, je pense, l'invitation d'être devant vous ce matin, c'est parce que quasiment après mes études, dans mes études de commerce et de droit international, j'ai travaillé aux Nations Unies. Moi, j'ai travaillé aux Nations Unies entre Tchernobyl et le sommet de la Terre de Rio en 92. Vous avez une idée de mon âge. Et le sommet de la Terre de Rio en 92, c'est le sommet qui permet l'adoption de la Convention sur les changements climatiques. Et ça a été un moment extrêmement fort dans la diplomatie internationale, une sorte de kéros, d'acmé, qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs depuis. Et c'est ce qui a donné la ligne directrice de mon engagement. J'ai quitté les Nations Unies parce que je m'ennuyais un petit peu. C'était un temps long, des gens formidables, des gens extrêmement méritants, mais c'était un temps un peu long pour moi qui avait besoin de plus d'engagement. Et je suis partie aux États-Unis dans le domaine, au début de la finance responsable, la finance durable. Donc j'ai fait mes gammes au pays du capitalisme financier et j'ai découvert qu'il y avait une contre-culture extrêmement forte et vivace qu'on appelait l'investissement socialement responsable, et ça m'a passionnée, et à tel point que je suis rentrée en France et j'ai créé la première agence de notation extra-financière qui s'appelait ARES, donc Agence de rating social environnemental sur les entreprises. C'était en 97. Et en 97, créer une agence de notation extra-financière, c'est-à-dire noter les entreprises sur des sujets sociaux, environnementaux et de gouvernance, les fameux critères ESG, ça revenait quand même à vendre quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire des données, parce que les entreprises ne reportaient pas là-dessus, à des gens qui ne demandaient rien, les investisseurs. Voilà. Donc le modèle économique n'a pas été extrêmement simple à trouver. Et pour autant, je pense que le moment était venu de poser ces questionnements sur la responsabilité du capitalisme et sur comment objectiver des externalités qui ne peuvent pas ne pas impacter la valeur des entreprises et les écosystèmes. Mais vous voyez, donc 97, ça fait quand même un sacré bout de temps. Alors, je passe le micro à mon voisin et je vous raconterai la suite après, parce que je fais d'autres choses après, mais ce n'est pas un monologue. Voilà, mais je vais peut-être me mettre debout, je suis plus à l'aise quand je parle debout, si ça ne vous dérange pas. Bon, d'abord, j'ai énormément de plaisir à être ici, dans cette école que j'ai fréquentée il y a quelques années, et de vous rencontrer. Je trouve que vous arrivez à un moment qui est passionnant, parce que vous sortez de votre prépa, puis vous dites « et quoi maintenant ?» Et ça me rappelle, moi, ce que j'ai vécu. Pourquoi j'ai fait HEC? Parce que je voulais m'engager, je voulais influencer la société d'une certaine façon. Moi, mon parcours, il a démarré un peu par un choc, c'est-à-dire, je dirais qu'en troisième année d'HEC, je suis parti à New York, étudier dans le programme international de management à New York University, la finance internationale, et c'était le 1985, donc ça, voilà, ça ne me rajeunit pas, mais 1985, c'était Ronald Reagan, c'était en même temps le début du sida aux États-Unis, c'était pas une période forcément facile. New York était sale, dangereux, etc. Et j'étudiais la finance internationale. La première page de mon livre, c'était le but de l'entreprise est de maximiser le profit de ses actionnaires. Donc j'étudiais ça, et puis je sortais de l'université et je voyais des personnes pauvres dans la rue, je voyais beaucoup de détresse. Et en fait, j'avais 21 ans. J'étais tiraillé. J'étais tiraillé en me disant, mais finalement, à quoi va servir ma vie? Est-ce que le but de ma vie, c'est maximiser le profit de ses actionnaires? Point. Voilà, ça m'a amené, je vais faire court, ça m'a amené à faire tout un cheminement qui m'a amené à m'engager dans le Bronx à ce moment-là, auprès des sans-abri, auprès des jeunes malades du sida. Et puis après, je suis parti, je suis revenu et je me suis dit, voilà, mais comment démarrer ma vie professionnelle avec quelque chose qui ait du sens à mes yeux? Et c'est comme ça qu'avec un ami d'HEC, on est parti au Chili, où je suis resté 7 ans finalement, pour travailler, qui m'a permis de créer la première société de capital risque tournée vers les petites entreprises à dimension sociale au Chili. Et ensuite, avec cet ami, on a démarré l'une des premières banques de microcrédit d'Amérique latine. Voilà. Après 7 ans, je suis revenu, donc j'ai eu un parcours un peu
différent. Et je voulais comprendre la grande entreprise, la mondialisation et aussi le système des grandes entreprises. Et j'ai décidé de rentrer chez Ron Poulenc à l'époque, qui est devenu Rhodia, maintenant c'est Solvay, donc grande entreprise mondiale de chimie, où j'ai vécu toute une carrière qui m'a emmené au Japon négocier des accords stratégiques, puis en Chine, notamment pour racheter des entreprises chinoises en les négociant avec les membres du Parti communiste chinois. Ça a été une aventure absolument passionnante. Et puis pour, en fait, au bout de 11 ans de Ron Poulenc, me dire, voilà, moi j'ai envie maintenant, ayant vécu une expérience forte au Chili qui m'a montré l'impact social que pouvait avoir, l'impact sociétal que pouvait avoir l'entreprise, après avoir acquis des compétences qui m'ont amené à des postes de direction générale, maintenant j'ai envie de vivre un peu une synthèse, c'est-à-dire diriger une entreprise à la manière dont je le porte, c'est-à-dire en pratiquant un management par la confiance et qui puisse impacter la société. Et finalement, ça m'a amené à prendre la direction d'une ETI industrielle qui s'appelle Armor Group à Nantes, qui n'a rien de fantastique au départ, puisque c'est une entreprise qui a 100 ans, spécialiste de l'encre et des consommables d'impression, qui à ce moment-là n'allait pas très bien, et avec un peu un projet de dire, voilà, est-ce qu'il est possible de transformer une entreprise classique pour en faire quelque chose dont la technologie peut être mise au service d'enjeux de société. Voilà. Et c'est ce qu'on fait avec l'équipe maintenant depuis 20 ans. Progressivement, on a transformé l'entreprise notamment par un management participatif fort. Et puis, petit à petit, l'année dernière, on a racheté notre gros concurrent américain. On est devenu leader mondial dans la traçabilité des produits. C'est-à-dire qu'à peu près un code barre sur 2 dans le monde est imprimé par un consommable d'impression fabriqué par Armor Group. Et donc c'est aussi une fierté de se dire qu'en tant que ETI, on peut avoir un impact de leadership. Et en parallèle, on utilise notre technologie pour innover. Donc on a innové en transformant les panneaux solaires en films photovoltaïques souples l'année dernière. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché exactement comme on le souhaitait, donc j'ai pris la décision d'arrêter, avec regret et avec douleur d'ailleurs, cette activité. Mais on se lance aussi dans d'autres choses. Là, on est en train de construire une nouvelle usine pour fabriquer des composants qui améliorent la performance des batteries électriques lithium-ion de 15 à 20%. Voilà. Et tout ça, c'est cette technologie de départ d'une vieille entreprise industrielle qu'on remet au service d'enjeux de la société. Voilà, en parallèle, moi, du coup, j'ai eu à cœur d'écrire cette histoire, donc, notamment dans 2 livres. Il y a un livre qui est paru l'année dernière, et puis un nouveau livre que vous pourrez trouver à la sortie qui s'appelle sur le thème de déserter ou s'engager. Parce que finalement, je me rends compte, beaucoup d'entre vous arrivent aussi avec cette question, qui est de se dire, est-ce que j'ai envie de m'engager dans le système ou pas dans le système? Comment, finalement, quel sens donner à ma future vie professionnelle? Voilà. Et finalement, pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai réussi à HEC finalement? Et ça va être quoi mon but dans ma vie professionnelle, le but dans ma vie tout court peut-être? Et donc moi, j'ai eu à cœur en fait de contribuer à cette réflexion dans l'échange avec des plus jeunes, parce que je pense que cette question-là est absolument centrale. Le monde est en train de vivre des basculements phénoménaux. Et le sujet, pour moi, c'est est-ce que je vais contribuer d'une manière ou d'une autre à accélérer cette transformation dans le bon sens, ou est-ce que, de certaine façon, je me mets à part de ce mouvement-là et je mène ma vie uniquement pour moi-même? Voilà. Et cette question, elle n'est pas évidente, et la manière d'y répondre non plus. Enfin, on pourra revenir sur ce sujet parce qu'il est central. Voilà, c'est quelques petits résumés avant de donner la parole à Lorraine. Bonjour, donc je suis Lorraine, merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Je vais commencer par ce que je fais aujourd'hui, puis après je vous expliquerai comment je me suis retrouvée là. Moi je suis directrice adjointe d'une entreprise qui s'appelle Gobi. Gobi c'est une PME, on est 25 salariés et on s'est créé pour contribuer à résoudre un problème environnemental. La mission de Gobi, c'est d'accélérer la bascule du jetable au réutilisable. Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique. Donc on va dessiner, on va fabriquer des produits réutilisables, des gourdes comme celles que j'ai ici, des kits de couverts, des lunchbox, et on va les distribuer dans les organisations. Nos clients, ce sont des employeurs, des grosses organisations, des startups, des scolaires, des régions, etc.
Et on va donc fabriquer ces objets et on va leur donner tous les moyens pour les faire adopter par les personnes à qui ils les distribuent. La particularité de nos objets, c'est qu'ils sont éco-conçus, on pourra y revenir. Ils sont uniquement fabriqués en France, on a 5 partenaires industriels, et ils sont assemblés par des personnes en situation de réinsertion ou de handicap dans le Val-de-Marne. Alors vous devez vous dire, ok, il y a beaucoup de buzzwords très, très, très à la mode en ce moment dans ce que je viens de vous dire, mais l'entreprise Gobi, elle a été créée en 2010. En 2010, moi j'étais à votre place. En 2010, on parlait assez peu de réduction des déchets, on était au début de la plateformisation de l'économie, de la tech, etc. Et je trouve ça assez chouette de se dire qu'il y a des entrepreneurs qui se sont dit, ben non, en fait, les gobelets jetables, les bouteilles distribuées gratuitement, c'est un sujet, et on va essayer de trouver une manière de résoudre ce problème en inventant un objet, en le designant, en le fabriquant différemment. Et donc la solution, elle peut venir des entreprises, elle peut venir d'entrepreneurs qui se disent, mais oui, en fait, il y a quelque chose, et je vais essayer de résoudre ça et de prendre ce risque-là. Parce que franchement, il y a 15 ans, enfin 13 ans, quitter son entreprise pour dire, je vais inventer une gourde pensée pour le bureau, il fallait quand même avoir du courage. Et ensuite, il y a 13 ans, donc on parlait assez peu de réutilisables. Très peu de personnes avaient des gourdes, etc. Vous aviez la gourde de randonnée que vous trouviez chez Decathlon. Et aujourd'hui, je pense que parmi vous, vous êtes nombreux à être équipés. Donc c'est possible de transformer les habitudes, c'est possible de transformer les usages. Et je trouve que c'est assez enthousiasmant de se dire que oui, il y a énormément de problèmes, mais il y a aussi beaucoup de solutions à trouver. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et sur mon parcours, donc quand je suis sortie d'HEC, je suis sortie diplômée du double diplôme avec Sciences Po, qui existe encore, je crois, et que je vous recommande. Ensuite, j'ai fait du conseil. Ça m'a permis de découvrir la réalité des entreprises et de me confronter aux organisations. Puis un jour, il y a un client qui m'a débauché, qui m'a dit « Viens donc travailler pour moi ». Le client s'appelait la Société Générale. Et pendant 4 ans, j'ai été membre d'un cabinet de direction d'un membre du comité exécutif de la Société Générale. C'était passionnant, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis à 30 ans, je me suis posé cette grande question qui était « Est-ce que je continue ? Est-ce que je fais carrière dans ce grand groupe ? Quel est le job d'après ? Ou est-ce que je prends la bretelle de sortie ?» Voilà, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais j'ai pris cette bretelle de sortie et je me suis retrouvée chez Gobi. Merci infiniment. Je pense qu'on va y revenir très vite. Avec là, un rebond simplement de voir... enfin, ma question, c'est, avec ces moments que vous avez vécus, on voit qu'il y a des moments charnières, il y a des rencontres, des prises de conscience. On a toujours plusieurs manières, on a toujours le choix. Donc, comment se sont formés vos choix à partir de là ? Hubert parlait de l'alternative entre déserter et rester. Tu parles de la bretelle de sortie. Et comment aussi c'est élaborer votre définition peut-être de la réussite. Hubert, tu introduisais le fait que vous aviez un objectif, c'était de réussir le concours. Finalement, le défi, il y a une espèce de défi au carré qui est de trouver le défi là, qui sera le vôtre pour les prochaines années ou les prochains temps. Peut-être une des questions, c'est comment s'élabore la définition de la réussite et ensuite comment on se ferait un chemin. Elle va passer par le fait d'aller justement au cœur ou alors au contraire aux marges. Comment vous avez pensé à tout ça ? Comment ça s'est fait dans votre parcours, dans votre tête ? Alors moi, c'était pas la bretelle d'autoroute, moi, c'était la marmite tout de suite. Donc j'ai l'impression, pour répondre à votre question, moi, après la prépa, quand ma première année en école de commerce, j'ai cru que j'allais mourir d'ennui. Mais vraiment, au sens, il y a eu une décompression très forte et je me suis inscrite en droit, mais j'aurais pu aussi m'inscrire en philo. Parce que à l'époque, les doubles cursus, ça n'existait pas. J'ai 60 ans comme ça, là, vous avez une idée de... et j'avais besoin de me nourrir. Donc je crois qu'au fond, pour moi, c'était un peu natif. C'était embarqué. Et c'est compliqué parce que j'ai un tempérament qui est légèrement hyperactif. Enfin, je reconnais qu'être légèrement hyperactif, ça ne veut pas dire grand-chose, mais du point de vue de ceux qui observent. Et en même temps, j'ai besoin aussi de temps d'introspection, de digestion et avec beaucoup d'indépendance. Alors, je n'ai pas vraiment eu, moi, mon passage dans la très grande entreprise. Quand j'ai créé cette agence de notation extra-financière, c'était un ovni complet. Mais j'ai tout de suite
été confrontée à des investisseurs et à des grandes entreprises parce qu'elle devait répondre à mes questionnaires, etc. Et j'ai compris les codes, j'ai côtoyé, j'ai énormément aussi appris en les observant, en travaillant avec eux. Donc je ne dirais pas que moi j'étais du bon côté et eux du mauvais côté. Je ne vois pas moi en noir et blanc, je vois en nuances de gris. Enfin, c'est ça qui me passionne. Mais je savais que je ne pourrais pas me lever le matin en étant complètement schizophrène, bien que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui se levaient le matin pour un taf qui, de toute évidence, n'avait à mes yeux aucune utilité. Hein, c'est la fameuse valeur actionnariale de Uber, mais qui, sur le plan personnel, étaient des personnes absolument engagées, géniales. Donc voilà, moi je ne disais pas quel est le meilleur modèle, j'en sais rien. Alors c'est une tarte à la crème de dire c'est celui qui vous convient, mais au fond, oui, qu'est-ce qui résonne? Moi, je n'aurais pas pu. En marketing, j'étais nulle, mais ce n'était pas possible. J'aurais rien pu vendre à qui que ce soit. Et pourtant, quand je croyais à mon histoire de notation extra-financière, de données ESG pour améliorer le capitalisme, pour rendre compte des sous-jacents d'une création de valeur qui n'était pas uniquement une valeur financière, eh ben, j'étais absolument passionnée et d'une certaine façon, j'ai réussi à installer avec d'autres, il y a le avec, hein, heureusement, mais c'est parce que j'avais le feu sacré. Mais je ne me voyais pas questionner le feu sacré. Je n'étais pas dans une approche « Ah, tu fais des choses épatantes, etc. » parce que c'était semé d'embûches. C'était des doutes tous les jours. Mais avec chaque fois des rencontres qui m'ont confortée dans le fait que c'était mon chemin. Voilà. Et pour l'anecdote, en 2001, j'ai rencontré un autre énergumène. On a été tous les deux dans un programme... Voilà, un programme où vous êtes parrainé pour faire partie d'un programme. En l'occurrence, c'était les Young Leaders de la French American Foundation. Et on était une promo d'Américains français. Du côté des Américains, ils étaient tous Merrill Lynch, etc. Enfin, c'était vraiment waouh, c'était des avions de chasse, quoi. Genre, et du côté français, c'était un petit peu plus, mais c'est quand même beaucoup HEC, Polytechnique, ENA, etc. Et il y avait un énergumène et seulement je me suis liée d'amitié avec lui parce qu'on était les deux finalement à parler le même langage. Et il s'appelle toujours Jean-Marc Jancovici. Voilà. Et on a créé le Shift Project avec un petit groupe pour faire advenir cette idée qu'il fallait absolument alerter tout le monde sur le changement climatique. Mais au fond, tout le monde, c'était ennuyeux de parler de ces sujets-là dans les années 2000. C'était bon, ok. Mais il y avait cette conviction que c'était un sujet majeur, que quand on voyait arriver la vague, on se disait mais on ne peut pas parler d'autre chose que de ce qui est en train d'arriver. Et donc c'est quelque chose comme une injonction à continuer son sillon, mais il ne faut pas non plus se couper. Voilà, on n'est pas monté sur la table en disant on a la vérité et tout le reste. Et c'est parce que je me suis beaucoup frottée aux autres que j'ai pris beaucoup de portes. Que finalement, et puis j'ai noué des amitiés extraordinaires. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir eu, vous voyez, cette image de seule, une nuit d'orage, à me poser des questions sur le sens de la vie. Et puis après, il y a quelqu'un qui m'a, à une conférence, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, mais Madame Ferron, moi aussi je suis pour le développement durable. C'est comme si vous disiez, oh, je suis pour la paix. Oui, évidemment, je suis pour la paix. Et je me suis dit, bon, il faut peut-être mettre un peu plus d'aspérité, voilà, un peu plus d'aspérité. Et au fond, cette personne après m'a dit, mais pourquoi vous faites tout ça? Vous voyez bien que tout le monde s'en fout. Et au fond, c'est pas que les gens s'en foutaient, c'était que c'était loin, c'était vague, et c'était un sujet intellectuellement intéressant, mais économiquement complètement inopérant. Et donc, on était écoutés, mais derrière, on sortait et il ne se passait rien. Voilà. Et moi, j'ai assisté à 30 ans de bascule. C'est-à-dire que maintenant, le bruit de fond est devenu terrible, mais comme on n'a rien préparé, et l'angoisse est totale, alors qu'on aurait largement pu préparer. Si en 92, au moment où on a signé cette convention sur les changements climatiques, on s'était dit on est face à un risque universel, systémique, global, essentiel,
on avait largement de quoi amorcer des politiques de décarbonation en douceur, etc. On n'a rien fait. Donc là, ça interroge plutôt un sujet philosophique, ontologique sur la nature humaine. Et là, on voit bien que c'est bien au-delà de nos engagements propres. Ça questionne quelque chose de beaucoup plus profond de la nature humaine, dans son caractère jouisseur et prédateur. Et là, je ne suis ni psychanalyste, ni philosophe, ni... Voilà. C'est quelque chose qui nous est donné à vivre, et il faut le vivre. Je ne sais pas si vous voulez poursuivre. Réussir, c'est quoi? Oui, c'est un peu ça. Ouais. Romain disait, vous êtes confronté à une équation qui est peut-être beaucoup plus difficile que celle de la prépa. Et je confirme. C'est-à-dire qu'en fait, en prépa, d'une certaine façon, il y a un obstacle qui est haut, qui est difficile à atteindre, mais vous savez exactement ce que c'est que réussir. Réussir, c'est réussir le concours. Et donc, d'une certaine façon, l'équation, vous n'avez pas trop à vous demander c'est quoi l'objectif. Vous avez mobilisé toutes vos forces, toute votre intelligence pour le réussir. Et si vous êtes là, c'est que voilà, vous avez l'intelligence, vous avez l'énergie, vous avez la volonté, vous l'avez prouvé en réussissant ce concours, et c'est magnifique. Maintenant, je pense que cette conscience de votre réussite, c'est un atout. C'est un atout parce que ça vous donne de la confiance en vous-même. Mais j'allais dire, c'est aussi un handicap. Pourquoi? Parce que vous êtes, et je me mets dedans, je nous mets dedans, vous êtes, et nous sommes dans un certain microcosme de gens qui considèrent qu'ils ont réussi. Par le diplôme, par le fait qu'ils sont dans cette école, par le fait que normalement, vous devriez avoir le diplôme dans quelques années, et donc... voilà, on mettra HEC, diplômé HEC, etc. C'est magnifique. Mais pourquoi c'est un handicap? Parce que le risque, c'est de se focaliser sur cette réussite-là, qui est la réussite du diplôme, la réussite du prestige. Et en fait, ou la réussite de la stimulation intellectuelle, d'une certaine façon. Le problème, c'est que cette stimulation intellectuelle et cette réussite, ce n'est pas forcément la source de la vie. Ce que disait Geneviève, aujourd'hui, le monde est confronté à des enjeux absolument incroyables, avec ce réchauffement climatique, avec aussi des inégalités sociales criantes, avec des risques politiques pour les démocraties qui sont énormes. Et la vraie question, c'est pas qui va gagner le plus d'argent, qui aura le poste le plus élevé, qui aura les meilleurs diplômes. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qui vont être ces bâtisseurs de ce monde plus humain, plus écologique, plus juste demain, qui vont s'engager dans ce monde-là à leur manière. Il n'y a pas de normes. On sort, en fait, vous êtes en train d'entrer dans un monde, là, dans une étape où le risque que vous avez, c'est de vouloir suivre une norme. La norme de l'HEC qui réussit. Et ça va être une tentation très forte. Vous allez avoir des entreprises qui vont venir se vendre, et vous allez faire la queue pour aller les voir. Mais d'une certaine façon, soyez conscients que ce que ces entreprises veulent a priori, c'est quelqu'un capable de faire tel poste de marketing, tel poste de finance ou tel cabinet de conseil en stratégie, etc. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Ce qui, par contre, est problématique, c'est si vous voyez juste comme un pion de plus. Et le vrai sujet, c'est qu'est-ce que vous allez développer de votre personnalité pour faire la différence. Mais pas la différence simplement pour mieux réussir, la différence pour le monde. Moi, en fait, juste pour donner un petit témoignage, quand en 86, on était deux à partir comme ça, en fait, ça a été une certaine forme pour moi de bifurcation. C'est pour ça que ce livre, La déserter ou s'engager, je me rends compte finalement, moi aussi, à votre âge, et je me suis posé ces questions qui m'ont amené à prendre une voie différente. Je ne dis pas qu'elle est meilleure qu'autre chose, c'est simplement ça a été mon chemin. Parce que je me suis dit, mais voilà, à 21, 22 ans, voilà, est-ce que ce n'est pas le moment de vivre des expériences uniques que je ne revivrai pas après? C'est comme ça que je suis parti au Chili, notamment inspiré par Mohamed Yunus de la Grameen Bank, et on a démarré cette banque de microcrédit. Mais je me rappelle déjà, ce n'était pas facile, parce que le nombre de lettres, de messages que j'ai reçus, ah mais attention, est-ce que tu ne mets pas ta carrière en l'air? Est-ce qu'en faisant ça, tu ne risques pas de ta carrière? Donc je suis parti pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, en fait, j'ai vécu des expériences fondamentales pour moi, que je ne peux pas dire sans un peu d'émotion, parce que
ça a été notamment la rencontre de jeunes en réhabilitation de drogue, des quartiers les plus pauvres, qui étaient vraiment les déchets de la société. Et j'ai vu comment ces jeunes se sont redressés avec courage pour aller de l'avant. Et en fait, j'ai énormément reçu du contact de ces jeunes ex-drogués, ou ex-prisonniers, ex-prostituées, etc., qui montraient comment ils voulaient s'en sortir dans la vie. Et en fait, c'est eux qui m'ont révélé qu'en fait, ma vie valait beaucoup plus que mon diplôme. Ils n'avaient aucune idée du diplôme, ils ne connaissaient rien de moi. En fait, la seule chose qui valait, c'était ma personne. Et finalement, en suivant certains d'eux qui avaient fugué dans du centre de réhabilitation de drogue, c'est là où j'ai découvert cette extrême pauvreté. Et c'est ça qui m'a amené à m'engager pour créer cette banque de microcrédit dans les poblations, c'est-à-dire les bidonvilles de Santiago du Chili. Et du coup, ma coopération de 2 ans dans une banque de développement, en fait, s'est traduit par un prolongement. Finalement, je suis resté 7 ans. Et pareil, tous les ans, je recevais des courriers ou des messages me dire « Mais attention, Hubert, tu mets ta carrière en l'air, c'est bien, il est temps que tu te mettes à travailler. » Sous-entendu, c'était... Ouais. Parce qu'à l'époque, le travail, ce qui valait, c'était il faut que tu ailles dans l'un des Big Four ou l'une des grandes sociétés du CAC 40 et tout ça, mais ce que tu fais, c'est plutôt de l'humanitaire, donc ça valait pas grand-chose. Et en fait, j'ai tenu bon. Pourquoi ? Parce que je sentais que ce que je vivais, c'était quelque chose de l'ordre de l'essentiel. Et ça me tenait aux tripes. Je savais bien que ce que je faisais là-bas, c'était de l'ordre de transformer en profondeur l'économie, un regard sur l'économie, de montrer que les plus pauvres pouvaient s'en sortir par l'entrepreneuriat, par le microcrédit. Et c'était aussi, il y avait un enjeu, parce que les grandes banques chiliennes disaient, mais on prête pas aux pauvres parce que ça sera jamais rentable, etc., etc. Et on avait vu l'exemple, avec cet ami Laurent Barbachet, on avait vu l'exemple de la Grameen Bank, et avec des taux de remboursement de 98%. Et on s'est dit, mais attends, si ça marche au Bangladesh, pourquoi ça ne marchera pas au Chili ? Et on sentait bien qu'en prouvant que c'était possible, on pouvait même avec nos 22-23 ans avoir un vrai impact sur la société. Et c'est ça qui m'a tenu, c'est d'avoir cet impact. Et quand je suis revenu, après avoir transmis la responsabilité de cette banque aux Chiliens, je suis revenu en France, je me demandais comment allait se passer ce retour dans la société, entre guillemets, professionnelle classique. Et ce qui m'a frappé, c'était en 93, pourtant c'était la crise économique, les entreprises recrutaient peu. Et bon, au début, je ne savais pas trop quoi faire, donc je me dis, j'ai fait de la banque, je vais aller travailler dans la banque, etc. J'ai rien contre la banque, mais simplement, il y a eu un rendez-vous qui pour moi a été absolument très marquant, parce que j'expliquais ce que j'avais fait, et puis je vois lors d'un entretien, le recruteur qui me dit, attendez, Monsieur de Boisredon, je vais vous dire quelque chose. Si vous venez chez nous, il y a une chose fondamentale. C'est que vous ne preniez jamais aucun risque. Et là, je me suis dit non, ça c'est pas moi. Parce qu'en fait, ce que j'avais fait, c'était prendre le risque d'entreprendre. Et c'est là où j'ai compris que ce que j'avais fait, c'était pas de la banque, c'était créer une entreprise de banque. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé face au responsable du recrutement international des cas de Ron Poulenc, et là qui m'a dit, mais attendez, vous savez, nous, le problème d'une entreprise comme la nôtre, c'est que quand on recrute des jeunes de grandes écoles, le problème c'est que très souvent ce sont tous les mêmes. Et la difficulté qu'on a, c'est recruter des personnalités. Et pourquoi ça m'intéresse de vous rencontrer ? Parce que vous avez été capable de prendre des risques sans filet, en partant sans filet, et en faisant quelque chose qui venait de vos tripes. Et ça, c'est ça dont on a besoin, c'est de responsables qui sont capables d'impacter la structure de l'entreprise pour la faire pivoter, pour la faire évoluer. Et en fait, à ma surprise, Ron Poulenc, à ce moment-là, m'a confié un job de responsable marketing d'un centre de profit, comme si j'avais fait 9 ans chez eux. Alors qu'en fait, j'étais parti, moi je me suis dit, mais ils sont fous. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que c'est aussi pour conforter ceux d'entre vous qui ont envie d'être eux-mêmes. Et pas juste de suivre le tapis roulant en disant j'ai fait la prépa, je fais HEC, et puis maintenant ma carrière c'est ça. Pour atteindre ce but, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais finalement sans réfléchir à ce que vous êtes. Voilà. Donc moi je dirais ma définition de la réussite, c'est vraiment avant tout d'être fidèle à soi. C'est d'être fidèle à ce que vous portez en vous de plus précieux, de plus unique, qui fait que vous n'êtes pas le voisin ou la voisine. Voilà, donc moi je vous encourage vraiment sur ce chemin de personnalisation.
Vous allez devoir résister à plein de tentations, tentation du prestige, la tentation, les injonctions qui peuvent vous arriver de vos familles. Attends, avec ce qu'on paye à HEC, j'espère que tu vas nous trouver un job où tu vas vraiment gagner beaucoup d'argent. Vous allez avoir les injonctions des copains, des copines, de vos pères, où vous allez dire « Ah, il te propose quel salaire ? Ah ben moi, maintenant si c'est moins parce que vous avez suivi votre voie, vous allez vous sentir moins qu'eux. » Eh ben non, il va falloir que vous résistiez à tout ça. Et je pense que l'enjeu d'une promo comme la vôtre, c'est qu'il y ait 200, 300 bâtisseurs de ce monde à venir. Et comme disait Geneviève, qu'il y a plein de défis, et on a besoin de vous pour ça. Ce que vient de dire Hubert résonne beaucoup. Moi, j'avais l'impression, quand j'étais à votre place, que le parcours royal, c'était la finance, le conseil ou le marketing. C'était un peu, même ce qui était intelligent, c'était de faire ça. Et je ne sais plus si on nous l'avait vraiment dit ou c'était juste formulé dans les rangs. Et au final, ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que parce que vous allez être diplômé d'HEC, vous aurez toujours cette liberté de choix. C'est un luxe inouï, en fait. Vous aurez toujours la liberté de choisir. Aujourd'hui, dans ma promo, il y a une navigatrice du Vendée Globe, il y a des entrepreneurs sociaux, il y a des financiers, il y a des énarques, il y a des économistes, il y a des profs. Et au final, on a tous un peu tracé notre route. Oui, il y a des métiers un peu plus paillettes, qui ont plus de prestige, etc. Mais l'important, c'est de vous comprendre ce qui va vous intéresser. Quand j'étais à la Société Générale, j'ai rencontré des gens formidables qui avaient une vraie capacité à transformer l'organisation de l'intérieur. Moi, plus j'y étais, plus je me disais, mais en fait, je crois que c'est pas là où je vais le plus pouvoir me déployer. Et donc, je me suis dit, mais en fait, vas-y, prends ton risque. C'est quoi ? C'est apprendre à oser, notre slogan. Mais voilà, prends ton risque. Qu'est-ce que tu risques finalement ? Et donc, voilà, l'idée, c'est pas d'opposer les modèles, c'est pas de dire que les grands groupes, c'est terrible. Loin de là, il y a énormément de choses à faire dans les grands groupes et j'aurais aimé peut-être avoir cette énergie et cette volonté de transformer de l'intérieur ces immenses technostructures qui ont un legacy, qui ont un héritage et un passif qui fait que c'est un peu plus long à transformer. Mais moi, j'avais besoin de concret, d'être en prise avec les enjeux sociaux et environnementaux, d'aller développer un projet. Je savais que je n'étais pas capable de monter une entreprise de zéro. J'ai pas la fibre entrepreneuriale à ce point. En revanche, j'étais capable de prendre un projet et de me dire, je vais le faire passer à l'échelle, ou en tout cas, je vais le faire grandir et je vais l'amener plus loin. Voilà. Peut-être que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de se dire. Je veux juste rebondir parce que les grands groupes, moi j'ai fait un passage dans les grands groupes parce que la notation extra-financière, ça a été 9 ans de ma vie et ça s'est conclu sur un échec. C'est-à-dire que ma boîte, du jour au lendemain, j'ai reçu un appel de mon actionnaire. Mes 2 actionnaires étaient le groupe Caisse d'Épargne et le groupe Caisse des Dépôts. Ils m'ont dit, Geneviève, c'est fini. Pour vous dire, moi, j'étais tarte. J'étais même pas actionnaire de ma boîte parce que j'attendais qu'on soit au break-even pour qu'on soit tous actionnaires, que tous mes collaborateurs soient actionnaires de la boîte. Bon, on était 20 à la fin. Et donc, j'ai reçu un coup de fil de mon actionnaire en disant « C'est terminé, Nicole Notat veut reprendre ta boîte. » On était en 2002. C'est l'ancienne secrétaire générale de la CFDT. Et on n'a pas d'autre choix que de le lui donner. Et donc, du jour au lendemain, j'ai dû lâcher mon bébé, mes illusions. Je trouve ce sujet-là, c'est pas très grave, en fait. Enfin, c'est grave et c'est pas grave. C'est-à-dire que si on est honnête, les idées, vous les avez toujours de quelqu'un. Vous partez toujours des épaules de quelqu'un. Souvenez-vous, je pense Hubert, toi, on a toujours eu quelqu'un qui nous a inspirés. On ne sait même pas qui. Ça peut être un auteur qui est mort depuis peut-être 500 ans. Mais en tous les cas, on part toujours des épaules de quelqu'un. Et ce qui est important, c'est que les idées se fortifient, passent, se transmettent. À condition, bien sûr, d'être reconnaissant et de faire grandir. Parce que si on s'accapare le projet de quelqu'un pour le tuer, évidemment, ça, c'est une faute. Mais c'est normal que les idées vivent, se transforment. On n'est pas des personnes indispensables de tous les 3. Voilà, il y a d'autres façons de voir et c'est très bien. Et donc, je me suis dit, il est temps d'aller... j'ai noté les grandes entreprises pendant 9 ans sans y avoir mis les pieds. Ça serait peut-être pas mal d'aller voir comment ça marche. Et j'ai été directrice du développement durable. D'une certaine façon, avec ma petite bande, on avait contribué à créer ces fonctions-là, puisque les entreprises, à force de recevoir nos questionnaires, avaient structuré la fonction. Et j'ai été directrice du développement durable du groupe Eiffage. Et après, j'ai été directrice du développement durable du groupe Veolia Environnement. Je vais faire très court. Chez Eiffage, ça a été formidable
Parce que je ne suis pas restée très longtemps parce que j'ai été chassée pour aller chez Veolia, mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir débloqué quelque chose dans toute la compréhension de la construction durable, avec un projet original. Mais la première année, il n'y avait rien qui était fait. Et donc, on m'a demandé de faire un rapport développement durable. Mais il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi, cet exercice-là, c'est vraiment mon cauchemar. J'ai écrit un rapport développement durable, mais c'était ni fait ni à faire. Et donc, on prend en avant les petits trucs qu'on fait. Vous savez comment on saupoudre, on fait ça, on soutient telle association là, on a assisté à ça, on a lancé tel projet avec tel BU, etc. Enfin, business unit. Et j'ai remis mon rapport au président. C'est encore un des derniers des Mohicans, un président fort, Jean-François Roverato, qui m'avait embauché. Je lui envoie les preuves. Ça m'est revenu 3 heures après avec un post-it. Il y avait écrit « Quel tissu de conneries !» Et il avait parfaitement raison. Donc je suis allée dans son bureau, je lui ai dit bah oui, effectivement, ça ressemble à rien, ça va nulle part, ça n'a aucun sens, mais il faut donner des moyens. Si on veut que l'année prochaine, il y ait quelque chose qui soit enclenché, non pas dans les histoires qu'on va raconter, mais dans la façon dont construction, route, électricité, travaux publics, etc., concessions, travail, il va falloir être dans la sincérité, dans les moyens. Donc moi, je préférais un rapport développement durable de 3 pages. Il y aurait écrit 1, on a pris conscience des enjeux. 2, on n'est absolument pas à la hauteur. 3, on va s'y mettre, on a besoin de vous. Si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. Moi, je lis ça, j'ai beaucoup plus envie de travailler dans cette boîte que dans celles qui sont déjà, ça y est, rodées à un discours institutionnel où vous comprenez que les entreprises et vos futurs employeurs ont parfaitement compris les codes, mais que derrière, il n'y a rien. Donc mais vous savez qu'il n'y a rien, ils savent que ce qu'ils disent est que du vent. Donc on est dans une espèce de posture où on sauve la face. Mais aujourd'hui, c'est absolument plus tenable. Et c'est ça la bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est fini. Ces villages Potemkin, qui étaient les politiques de développement durable telles que moi je les ai vécues, c'est terminé, parce que ce n'est plus une option. Il faut changer le modèle économique. Et pendant 15 ans, on a tout fait sauf changer le modèle économique. Et donc, c'était complètement dingue parce que, alors moi, j'étais bien traitée, il n'y a pas eu de problème, tout allait bien. Hein. J'étais à un niveau dans l'entreprise où je rencontrais des gens très intéressants et même si on change un petit peu, c'est toujours ça. Mais là, ça y est, vous arrivez à un momentum où si on ne change pas le modèle économique, si on ne décarbone pas, si on n'est pas aussi dans une logique, attention, d'inclusivité, le mot est devenu un mot valise, mais embarquer tout le monde, ça ne marchera absolument pas. Mais on cherche désespérément des modèles économiques parce que ce qui est là devant vous et ce que vous allez vivre, et je vous envie, parce que moi je vais faire autre chose, vous allez vivre le nouveau récit de la valeur. Il faut réinventer qu'est-ce qu'il y a de la valeur aujourd'hui. Et le nouveau récit de la valeur, c'est donner une valeur à ces enjeux socio-environnementaux. Et ça y est. Et donner de la valeur sans non plus les enfermer dans une monétisation qui va les assécher. Et c'est formidable. Honnêtement, je trouve que ce que vous avez devant vous est enthousiasmant. Je le pense vraiment. Plus, ça vous est donné à vivre. Donc, ce temps de l'imposture, ça y est, vous arrivez après. Mais maintenant, vous avez quelque chose à bâtir qui est enthousiasmant, d'une complexité dingue. Effectivement, c'est la première fois dans l'échelle de l'humanité que notre génération, on peut regarder derrière et voir un temps immuable, et on regarde devant et on voit la lame. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Ouais, pour aller dans ce sens, j'étais hier à l'université du MEDEF, à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Et il y avait une table ronde justement sur le système économique et sur la rareté des ressources. Et c'est assez intéressant de voir ce qui était expliqué à la fois par Jean-Marc Jancovici et par Patrick Artus, qui est le directeur économique de Natixis, qu'en fait, on est dans un changement de paradigme. Effectivement, vous arrivez dans ce moment qui est à la fois déconcertant mais passionnant du changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on a toujours appris dans la logique économique de dire voilà, on veut viser de la croissance et de quels sont les moyens dont on a besoin pour y arriver. Comme si les ressources étaient infinies.
C'est ça ce qu'on a appris. Nous, je veux dire, quand on sortait d'HEC, on avait un seul but, réussir, c'était générer de la croissance. C'était en générer le plus possible et le plus vite possible. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que même si on voulait faire ça, comme on est dans un monde fini avec des ressources finies, et qu'on dépense plus de ressources que la génération de ces ressources, c'est-à-dire qu'on est en train de puiser dans les stocks des ressources, que ce soit les énergies fossiles, les matières premières, etc. Et donc, en puisant dans les stocks, à un moment, il n'y en aura plus. Et donc, si on n'anticipe pas, ça commence déjà d'ailleurs, on va se prendre une raclée en pleine figure. Et donc, nous avons ensemble, hein, parce que c'est pas que vous, et ce ne serait pas juste de vous faire peser sur vous qui êtes jeunes le poids de cet avenir uniquement. Donc ça nous concerne dans un dialogue intergénérationnel. C'est ça qui est important. C'est qu'on a ensemble à travailler à faire muter le système, sachant qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de partir des ressources disponibles, en fonction des ressources disponibles, quel modèle économique on va pouvoir créer. Donc en fait, c'est toute une inversion qui est en cours. Et je pense que et moi je vous encourage vraiment à, vous allez écouter des théories économiques, déjà à faire le tri de est-ce que les théories économiques que vous écoutez, elles sont actuelles ou elles sont des fruits, des projections du passé. Et il faut que vous exerciez votre intelligence dans une réflexion de se dire mais en fait, voilà, c'est quoi la réalité et comment vais-je pouvoir agir par rapport à ça. Et sur ce fameux sujet, je sais que ça travaille pas mal d'entre vous, et moi je le vois en rencontrant beaucoup de jeunes de grandes écoles et d'universités, dans ce sujet déserter ou s'engager. Il y en a encore récemment, j'ai vu un jeune de Centrale qui dit « moi je quitte mes études, je m'en vais, je vous appelle à déserter, etc. » En fait, le sujet, c'est pas tant savoir s'il faut déserter ou s'engager dans le système. Parce que ça, cette question-là, j'allais dire, elle est presque sur les moyens. Le vrai sujet, la vraie question que vous pouvez vous poser, c'est comment, pour ma part, je vais contribuer à améliorer cette société. Ça, c'est vraiment ça le sujet. Et pour certains, oui, peut-être ça va être bifurqué ou déserté pour être le signe d'autre chose et peut-être créer et montrer qu'un autre type de société est possible. Pour d'autres, ça va être s'engager au cœur des entreprises classiques, mais peut-être avec la volonté de les faire bouger. Je dirais ce qui est plus problématique, c'est si vous ne vous posez pas la question et que vous continuez dans votre, j'allais dire, un peu un élan de vous laisser porter par la vague. Et finalement, vous allez vous rendre compte, vous allez suivre un système, vous allez contribuer à rien du tout. Et donc c'est ça vraiment la question. Et quelque part, il y a des manières de s'engager qui sont des désertions de soi-même. Et il y a des manières de déserter qui sont peut-être aussi des engagements. Donc voilà, il faut vraiment prendre ce recul. Je pense que là, on est pour moi au cœur du sujet. C'est comment, dans ce monde en pleine évolution, vous allez pouvoir contribuer. En tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, comme dirigeant d'entreprise, c'est ça qui m'anime. C'est de me dire tous les jours, en fait, on a une technologie. Donc dans le cas d'Armor Group, on est leader mondial de ce qu'on appelle l'induction de couches minces sur film mince. Ça ne vous dira pas grand-chose, mais en gros, on enduit des couches très très fines sur des films ultra fins. Des films qui ont une épaisseur d'1/20 d'épaisseur de cheveux sur des grosses bobines de 50 km. On va enduire 0,5 g à 1 g de solution type d'encre qu'il faut tapisser parfaitement, etc. Tout ça à 1000 ou 1200 mètres par minute. Donc c'est une complexité de process énorme. Et avec ce savoir-faire, en fait, le vrai sujet, c'est comment on va pouvoir agir sur certains sujets. Par exemple, là, on est en train de travailler avec une start-up israélienne qui est en train d'inventer une combinaison qui fait appel à nos films, et en tout cas à notre savoir-faire, pour enduire une solution piézoélectrique qui en fait émet des champs électriques et qui, en émettant ces champs électriques, peut être de nature à bloquer, voire réduire les tumeurs du cancer. Bon, ben voilà, travailler sur ces sujets-là, mettre toute l'énergie d'innovation de l'entreprise. Alors, ça n'a rien à voir avec les consommables d'impression. Je veux dire, c'est ni des cartouches, ni d'encre, ni des films pour imprimer des codes barres. On est sur autre chose, et pourtant, c'est le même savoir-faire. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et moi, c'est ça qui me fait lever tous les matins, c'est de me dire, mais comment je vais pouvoir, avec l'équipe, comment on va pouvoir mettre notre technologie, notre savoir-faire, au service des enjeux de société. Voilà. C'est ça vraiment qui m'anime, et je vous encourage à faire partie de cette cohorte de bâtisseurs qui s'engagent
pour transformer le monde. Oui, j'insisterai vraiment sur le côté challenge intellectuel. C'est passionnant en fait d'innover sous contrainte, d'essayer de trouver des solutions. Il y a plein de choses à inventer. Donc, moi, je trouve ça passionnant au sein de Gobi d'essayer de réfléchir sur tous ces aspects, d'essayer de mesurer notre impact économique, notre impact environnemental, notre impact social. C'est un mot un peu à la mode malheureusement, mais comment concrètement on invente des nouvelles manières de mesurer tout ça? Comment on se fixe aussi des garde-fous, parce que le système, entre mille guillemets, il est puissant. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans nos statuts, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos rituels d'équipe, dans notre manière de fonctionner pour conserver l'ADN de l'entreprise? On parle entreprise à mission, on peut parler, nous on a même l'agrément ESUS, c'est-à-dire qu'on est une entreprise d'utilité sociale, c'est-à-dire qu'on a inscrit dans nos statuts un certain nombre de garde-fous extrêmement forts pour conserver cette volonté de fabriquer localement, d'employer des personnes en situation de handicap, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et voilà, je vous invite vraiment à garder de l'énergie et à vous dire qu'intellectuellement, ça va être passionnant de faire différemment, en fait. Et c'est rentable. C'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que ces entreprises-là qui se créent un peu différemment, elles ont quand même une rentabilité économique. Et donc, elles créent de l'emploi durable. Et la boîte, mon entreprise en question, elle s'est développée sans lever de fonds. Donc, elle a trouvé son modèle de rentabilité toute seule, par endettement, etc. Donc c'est possible dans l'économie réelle. Oui, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question, vous interpeller sur un sujet. À tout moment, vraiment. Ah, super, il y a une question là-bas. Donc là, je vais aller au fond et je vais... C'était où la question ? Oui, bonjour. J'ai une question pour l'entreprise Gobi. Pourquoi mettre un statut d'utilité sociale alors que vous faites toujours la même activité? Est-ce qu'au final, c'est pas un argument marketing en plus? Et je me pose la question en fait de la réalité de ces statuts de société à mission un peu. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre question. Alors, peut-être sur l'agrément ESUS, donc c'est un agrément qui est délivré par l'État, qui demande d'inscrire dans les statuts déjà une utilité sociale réelle, qui demande une gouvernance démocratique, qui demande de mettre en réserve 50% du bénéfice. Et donc, ça vient autant de garde-fous que vous mettez dans vos statuts pour garantir cela. Donc, nous, notre utilité sociale, c'est de dire que l'on fabrique exclusivement sur les territoires et que tout l'assemblage, la personnalisation de nos produits sont faits soit dans un ESAT, soit dans un atelier de réinsertion. Peut-être que lors de votre expérience terrain, vous serez peut-être amené à aller dans ce type de structure. Et donc, nous, aujourd'hui, voilà, on crée de l'emploi dans ces structures. Si d'aventure mon activité baisse, je vais avoir ces centres qui vont m'appeler en disant « Lorraine, nous, on ne peut plus employer nos personnes, etc. » Donc c'est à ce titre qu'on a demandé l'agrément ESUS, qui est un agrément qui vient en fait, c'est pour les entreprises qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et sur la partie entreprise à mission, l'entreprise à mission, ça vient de la loi Pacte, qui a été votée en 2019, qui permet aux entreprises qui le souhaitent d'inscrire dans leur statut des objectifs économiques, mais aussi des objectifs sociaux et environnementaux. On inscrit une raison d'être, raison d'agir, on va dire, et des objectifs auxquels on veut répondre. Et on est audité par un cabinet ensuite qui vient vérifier que l'on répond à ces engagements. Tu as une entreprise comme Danone, par exemple, qui est devenue entreprise à mission, puis il y en a plein d'autres, des petites entreprises, des entreprises de taille intermédiaire. C'est une autre manière d'engager l'organisation, d'engager les collaborateurs et d'essayer de se mettre des garde-fous et un peu une obligation de preuve. Parce que c'est très facile de dire qu'on est engagé, etc. Mais d'ailleurs, c'est mieux de le prouver et de mesurer.
Bonjour, merci beaucoup d'être venu ici. Sur la question de la rentabilité, je voudrais vous poser la question à tous les trois. On oppose souvent la nécessité de prendre ce tournant parfois à un frein que pourraient poser les actionnaires qui peuvent se montrer réticents. Est-ce que vous pensez que sur cette question, il va y avoir une transformation à faire dans le système, le modèle économique basé sur l'actionnariat, ou est-ce que vous pensez qu'on va réussir à prendre ce tournant urgent toujours de cette manière? On peut faire rapidement en 3. Pour moi, la rentabilité, se poser la question de la rentabilité, c'est une question fondamentale, surtout versus la croissance. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il faut être en croissance continue, permanente. Et d'ailleurs, si vous créez une start-up et si vous voulez lever des fonds, on va vous demander vos objectifs de croissance. Alors, on va dire, mais dans 5 ans, je suis à 1 milliard. Est-ce que vous allez être à 1 milliard dans 5 ans? Non. Nous, peut-être que vous, ça vous va très bien d'être à 5 millions ou à 50 millions, je dis n'importe quoi, et de travailler votre rentabilité. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'injonction à la croissance au détriment de la rentabilité. Mais quand on s'arrête et on met sur pause 5 minutes, on se rend compte que cette injonction à la croissance, qui est encore extrêmement carbonée, enfin, je veux dire, 80% de ce qui nous meut est carboné encore aujourd'hui, on voit bien que ça n'a aucun sens. Donc il faut mieux penser rentabilité, quitte à revoir complètement sa chaîne de valeur, peut-être à élaguer sa gamme, à se concentrer sur l'essentiel, à investir dans l'innovation, etc., etc. Mais ça, c'est toute une logique d'écosystème. Il faut que, aussi, si vous investissez dans l'innovation ou si vous investissez dans des éléments, on va dire, de régénération environnementaux, de carbonation, voilà. Imaginez que vous avez une politique de décarbonation avec un budget carbone, que vous n'allez pas au-delà, comme un vrai budget, vous ne dépensez pas ce que vous n'avez pas, sauf que votre banquier, votre commissaire aux comptes, votre expert comptable, lui, il ne sait pas comment appréhender cette création de valeur future. Et quand je vous disais qu'il y a un nouveau récit de la valeur qui est en train de se mettre en place, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et c'est écosystémique. Il faut que tous les acteurs de la régulation et tous les standard setters, enfin ceux qui font les standards internationaux, puissent dire cette entreprise, peut-être qu'elle est effectivement moins en croissance, mais elle travaille sa rentabilité, elle investit énormément sur les enjeux sociaux et environnementaux, et demain, elle sera encore plus rentable. Encore faut-il qu'on s'entende sur ce que ça veut dire. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Et c'est absolument passionnant, mais vertigineux. Et que ne vous laissez pas, dernier conseil que je donnerais, ne vous laissez pas décourager par les passagers clandestins. Il va y avoir beaucoup de passagers clandestins qui vont dire qu'ils font... Mais c'est pas ça. Il y a toujours eu... Ne vous focalisez pas sur le mauvais exemple en disant je mets... donc si machin fait ça, il n'est pas sincère et tout le monde passe à la trappe. Non, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Moi, je rencontre des entreprises qui réinventent précisément ce qu'est la rentabilité en questionnant cette croissance. Et c'est nous, d'ailleurs, moi, on l'appelle le concept de post-croissance. Et c'est inspirant. Et c'est une des issues pour continuer à s'engager. Oui, ce sujet de la rentabilité, c'est essentiel. De fait, une entreprise doit être rentable, elle a des investissements à faire, elle doit payer des salaires, elle doit rembourser une dette. Donc, il ne faut pas être dans l'illusion de croire qu'on peut développer des entreprises utiles qui ne seraient pas rentables. C'est souvent d'ailleurs... parfois pas facile de se rendre compte qu'on peut avoir des projets magnifiques, mais qui ne peuvent pas continuer parce qu'on n'a pas forcément les financements pour les poursuivre. Bon, cependant, je pense que là aussi on est dans un changement de paradigme parce que, notamment le Armor Group, on en est à notre 3e LBO, donc on est au cœur de ce sujet. Et effectivement, on voit que certains fonds d'investissement, notamment, continuent d'avoir des attentes de rendement, de rentabilité très élevées. Voilà, l'attente d'un TRI de l'ordre de 20%, par exemple. Le problème, c'est qu'en fait, et en même temps, il y a cette, j'allais dire, il y a cette tendance où il faut montrer qu'on est engagé dans la RSE, dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et là, je pense qu'il y a une certaine illusion qui s'instaure, un peu un mensonge, je dirais même, c'est de faire croire qu'on peut s'engager à fond dans la responsabilité sociétale de l'entreprise et dans l'innovation nécessaire pour justement innover pour ces enjeux de société, tout en maintenant la même rentabilité.
Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent on est engagé en RSE, c'est la priorité, c'est la priorité. Mais en fait, il y a toujours une petite étoile qu'on ne voit pas et parfois invisible, qui est à condition que ça rapporte autant qu'avant. Et c'est là où c'est important d'avoir du courage et de la clarté sur le fait que les enjeux du monde d'aujourd'hui demandent d'une certaine façon de faire des choix et qu'il y ait une acceptation d'un certain compromis. Nous, ça s'est traduit par le fait que quand on a... Armor Group, c'était une entreprise qui appartenait à une famille. Moi, quand je suis arrivé comme simple directeur général de l'entreprise. Et quand la famille a souhaité vendre, on a appartenu à un fonds d'investissement très bien d'ailleurs, qui détenait plus de 90% du capital. Et puis quand ils ont voulu vendre, en fait, on avait déjà innové pas mal dans des sujets sociétaux, genre photovoltaïque, batterie, santé, etc. Et je me disais, mais si on est vendu à un fonds d'investissement classique, comme on parle d'investissement de long terme et il fallait attendre 7, 8, peut-être 10 ans pour que ces innovations soient rentables, je me suis dit, évidemment, un fonds qui veut avoir maximisé son profit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord couper toutes les innovations pour essayer d'augmenter sa rentabilité de court terme. Et donc c'est là où avec l'équipe, on a cherché des solutions et on a réussi. Ça a été ça demanderait plus de temps pour raconter. Mais on a réussi en s'y mettant tous. En fait, on a ouvert le capital aux salariés. Aujourd'hui, on a plus de 500 salariés actionnaires de l'entreprise. Et on a réussi à prendre le contrôle de l'entreprise, c'est-à-dire à passer de à peu près 10% du capital à plus de 50%. Ça a été une aventure assez incroyable pour en fait maîtriser notre destin industriel et notre destin d'innovation. Et du coup, on a fait, pour compléter nos apports, on a fait appel à des fonds d'investissement. Et comme là, pour le coup, on avait la main, on a fixé nos règles. Et nos règles, c'était de dire, écoutez, voilà, nous, on vous demande, si vous venez investir avec nous, d'accepter qu'un tiers de notre EBITDA, de notre excédent brut d'exploitation, sera consacré à l'innovation sociétale. Et donc, ça veut dire que si vous vouliez 20% de TRI, vous devrez accepter que ce soit 14%. Et donc, on va inscrire dans nos statuts le fait que si on a 14% de TRI, on peut décider de renouveler l'actionnariat, on vous donnera vos 14%, mais pas plus. Et au début, ça a fait complètement bondir. On dit, mais attendez, c'est pas comme ça que ça marche, la LBO. J'ai dit, moi, ça m'est complètement égal que ça marche comme ça. C'est ce que nous voulons. Parce que nous croyons, nous avons la conviction qu'il faut combiner la rentabilité classique d'une entreprise avec un engagement sociétal fort. Et il y a plusieurs fonds très, très prestigieux qui ont dit, mais attendez, mais nous, on ne veut pas moins de 20%, on ne veut pas moins de 20%. Je leur ai dit, je suis désolé, on n'aura pas besoin de vous. Et certains l'ont regretté après, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand je pense que quand on s'engage sociétalement, il y a un bénéfice, mais qui est plus par surcroît, c'est-à-dire que ça mobilise toute l'entreprise pour un enjeu qui nous dépasse. Et j'allais dire un petit peu de façon un peu étonnante, cette énergie supplémentaire qui se donne génère aussi de la rentabilité. Mais c'est un peu le résultat de l'engagement. Et de fait, on a très bien réussi nos différents LBO, plus que ce qui était imaginé. Et je pense que c'est notamment parce qu'on a pris cet engagement social fort. Voilà. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est que sur ce sujet de rentabilité, il faut être clair sur le fait qu'il y a des niveaux d'atteinte des rentabilités qui sont plus raisonnables aujourd'hui si on veut en parallèle transformer profondément la société. Et là, il y a des choix à faire, il faut accepter certains renoncements, en tout cas d'être prêt à le faire. Voilà. Et vous allez être au cœur de ce débat, hein, c'est clair. La rentabilité, c'est vraiment clé, surtout quand on pose des choix dès le départ qui sont très engagés, puisque la concurrence n'a pas les mêmes choix. Et la concurrence est mondiale, il n'y a pas de prime à la vertu. Donc oui, c'est le grand combat, en tout cas, de ces nouveaux modèles économiques. Et la formation des fonds est plutôt progressive, on va dire, à ces sujets. Rebonjour. Une autre question, puisque vous parlez beaucoup à l'échelle de votre entreprise, mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites de vos journées pour avoir un impact sur la société? Merci. C'est une sacrée bonne question. Hein. Non, les autres aussi étaient bonnes. La question de la cohérence et de l'alignement est une question qui est bien sûr
c'est le miroir de notre engagement professionnel. Alors j'ai dit qu'il y avait des personnes qui pouvaient, de mon point de vue, travailler sur des sujets qui étaient complètement vains, mais être des modèles d'engagement. À titre personnel, puisque là je gagne du temps pour ne pas parler de moi, mais j'ai quand même parlé de moi, mon engagement il est plutôt peut-être, j'allais dire conceptuel, il est moins sur le terrain que plus dans le domaine des idées. Puisque je vous ai mentionné le Shift Project qu'on a créé, on a co-créé en 2005. Et puis, alors c'était l'idée de Jean-Marc Jancovici, mais pendant très longtemps, ça a vraiment vivoté. On n'a pas lâché. On était quand même un petit peu dingue, hein, parce que le but, c'était de faire le Davos du carbone. C'est-à-dire qu'on voulait... bon, bref. Voilà. Bon. Mais ce qui est magnifique, c'est de voir qu'aujourd'hui, le Shift Project, on a de plus en plus d'entreprises, et pas que de ETI, PME, des grosses entreprises qui sont membres, qui participent à ces groupes de travail, qui connaissent le cahier des charges du Shift, c'est-à-dire de la rigueur scientifique, les faits, et on ne fait pas de politique, et on ne fait pas de washing. Et puis surtout, c'est la communauté des shifters. Je ne sais pas s'il y a des shifters et des shifteuses ici parmi vous, mais c'est de voir qu'aujourd'hui, on a généré un mouvement de plus de 25 000 personnes, avec la 3e université d'été, qui est extrêmement active dans les entreprises et dans les administrations. Voilà, donc ça, j'y consacre du temps. Et puis, à titre personnel, moi j'écris et j'enseigne aussi ces sujets-là, mais moi plutôt dans l'autre école à Centrale Supélec. Et après, dans ma vie très, très, très personnelle, j'ai des arbitrages et des casse-têtes sur mes déplacements, sur mon mode de vie. Mais j'avoue que, je terminerai par là, il y a une question clé. Si vous avez réglé très tôt la question de votre rapport à l'argent, de votre rapport au regard des autres, et si vous avez questionné ce qui vous rend heureux, finalement, vous voyez que si on m'enlève ça, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Si on m'enlève ça, il ne se passe toujours rien. S'il m'enlève ça... C'est-à-dire que, excusez-moi, ça fait prêche un peu anti-matérialiste, mais au fond, moi, je suis très heureuse en marchant en forêt, je reviens d'une semaine de kayak dans les gorges de l'Allier et je ramasse des murs. Bon, je ne dis pas que c'est très militant, mais ça me rend heureuse. Voilà. Comment je m'engage au quotidien ? C'est vrai que beaucoup dans l'entreprise. Je voudrais vous parler d'un point de mon travail dont je n'ai pas parlé, qui est pas des affaires publiques ou de l'influence, mais comment en fait plein de petites entreprises engagées, on essaye de faire bouger les lignes ensemble. Comment d'autres entreprises de l'économie circulaire, on essaye de changer la loi, on essaye de comprendre ce qui se passe au niveau européen. Vous devez connaître Back Market, vous devez connaître Murphy, qui sont d'autres entreprises de cette un peu nouvelle économie. Pour vous donner un exemple, on s'est tous réunis puis on s'est dit mais alors pendant la campagne présidentielle, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut essayer de mettre à l'ordre du jour ce sujet de préservation des ressources et de produire différemment ? Et bien du coup, on s'est dit allez, on y va, on va essayer d'organiser un grand oral de l'économie circulaire. On a demandé à une école de commerce qui se trouve dans Paris si elle acceptait de nous accueillir. Et on a mobilisé les équipes de campagne et on s'est retrouvé à avoir un grand oral de 6 candidats à la présidentielle, qui ont envoyé des représentants, mais donc des présidents de région, etc., ou des ministres. Et ils sont venus intervenir devant les étudiants de l'ESCP, mais on retransmettait en direct le grand oral auprès de 150 campus partout en France. Et ça, on l'a fait parce qu'on avait envie d'aller encore plus loin, de profiter de ce moment politique, de ce moment médiatique pour mettre à l'ordre du jour des sujets qui nous étaient chers. Et voilà, c'est une manière aussi de s'engager au-delà de mon entreprise, au-delà de mes salariés, mais d'aller toujours plus essayer de changer l'agenda médiatique et donc l'agenda politique. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau européen en termes de réglementation, sur le sujet des emballages, etc., ou même de la notation extra-financière. Donc c'est des sujets que je vais creuser le week-end, etc., parce que je pense que c'est des choses où il faut rester très alerte et être au courant de ce qui se passe. Et puis aussi au niveau de ma famille, au niveau du quotidien, essayer d'être cohérente, même si ça pose plein de questions. Merci. Moi, pour ma part, j'essaye aussi de travailler à une cohérence entre différents engagements, déjà familiaux. Avec mon épouse, on a 4 enfants. Et je suis grand-père depuis 6 mois.
Voilà. Et puis après, dans l'entreprise, sur mon rôle de dirigeant, ce que je comprends de plus en plus, c'est que mon rôle de dirigeant, c'est 4 choses. C'est d'abord définir la stratégie de l'entreprise, mais la définir avec les équipes. Donc c'est le cap. Comment transformer, comment faire pivoter l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, de fédérer les équipes autour de ce projet. C'est-à-dire de travailler à l'unité des équipes, à la mobilisation des équipes, à s'assurer que tout le monde, justement, participe de ce projet. Que ce ne soit pas mon projet, mais que ce soit celui de l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble des équipes. Troisièmement, j'ai déléguer. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais quelque chose, de me dire, est-ce que c'est à moi de le faire, ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'entreprise qui le ferait mieux que moi, et finalement, apprendre, accepter de ne pas être le meilleur dans tous les domaines. C'est un dirigeant qui m'avait dit un jour, en fait, si tu veux être performant, entoure-toi de gens meilleurs que toi. Et ça, je pense que reconnaître à quel point mes collaborateurs sont meilleurs que moi dans leur domaine, et par contre, passer du temps avec eux. C'est-à-dire que moi, je passe beaucoup de temps, pratiquement 1 heure par semaine, avec mes collaborateurs clés, en tête-à-tête. Mais pas pour suivre leur projet, c'est de dire, voilà, de quoi as-tu besoin ? Est-ce que tu veux qu'on travaille tel sujet ? Où je me mets en disponibilité. Et puis parfois, il me dit, non, j'ai besoin de rien, très bien. Bon, voilà. Donc passer du temps d'accompagnement. Et la dernière chose, je pense que c'est le propre du dirigeant, c'est de décider. C'est-à-dire des moments, les collaborateurs disent, voilà, on a sur tel sujet, voilà notre recommandation, il y a les plus, il y a les moins, qu'est-ce qu'on décide ? Ok, je pense qu'il faut accepter que le dirigeant, il doit décider. Donc en fait, c'est pas tant faire des choses que d'accompagner un processus. Voilà. Et puis l'autre, après, un petit peu en lien avec Armor, mais un peu en dehors, moi, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, c'est de travailler sur le leadership, donc avec un jeune ami d'ailleurs HEC qui s'appelle Louis Faure. On a démarré un cabinet de conseil et de formation, de coaching en leadership pour en fait inviter des leaders à justement devenir plus unifiés, plus engagés. Et on a développé ce concept, ce qu'on appelle par le compagnonnage. C'est-à-dire qu'on croit que c'est très difficile de tenir son cap et d'être un dirigeant, un leader, si on reste seul par rapport à ça. Et on voit tellement de dirigeants qui dévient, soit politique, économique, même religieux, par rapport à leur idéal, parce qu'en fait, ils ne le confrontent pas à quelqu'un de confiance qui peut leur dire, attends, là, objectivement, tu es en train de sortir de ta ligne, sois fidèle. Et donc, on développe ce compagnonnage, on le vit déjà entre nous et on propose à d'autres, et ça, c'est passionnant. Donc, notamment, on fait une formation HEC avec la chaire Purposeful Leadership dans ce cadre-là, qui est super. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de continuer, entre guillemets, à m'indigner. Moi, ce que je vous disais, ce qui a été important pour moi, c'est dans la rencontre des plus pauvres au Chili, en fait, de me rendre compte comment comment objectivement l'économie peut avoir un impact sur cette pauvreté-là. C'est ce qui m'a amené à créer le microcrédit. Et aujourd'hui, c'est plus notamment, il y a quelques années, j'ai rencontré un jeune Africain. On a tissé une belle amitié. Et j'avais été touché parce qu'il avait 23 ans et il parlait très bien, il gérait très bien le français alors qu'il est dans un village extrêmement pauvre du Bénin. Et je lui avais dit, mais comment t'es-tu formé ? Il m'avait dit, moi, je voulais étudier. Et en fait, comme je n'avais pas de moyens, tous les soirs, j'étudiais à la lampe à pétrole et je me suis bousillé les poumons comme tous les jeunes de mon âge. Et c'est là où ça m'a vraiment retourné de voir qu'un jeune n'avait pas les moyens d'étudier et devait mettre en péril sa santé pour étudier. Et là, je me suis engagé avec lui, en fait, à dire, écoute, on va transformer ton village. C'est un village de 20 000 personnes qui est sur pilotis au bord du lac Nokoué, au Bénin. D'ailleurs, tous les frais, les droits d'auteur de mes livres, je les donne pour ce village, parce que pour moi, ça a du sens de travailler, non pas de le faire à sa place, mais de l'aider. Donc, point déjà, de l'accompagner pour qu'il se forme. Donc, il se forme à HEC Cotonou. Alors, c'est pas le même HEC, mais en gestion de projet, pour que ce soit lui qui, commence à fédérer autour de lui un groupe en se formant d'autres jeunes pour qu'ils prennent en main la transformation de leur village. Là, on commence à mobiliser des entreprises aussi qui acceptent de travailler avec nous pour voir comment on peut structurer
ce village, éviter que le niveau du lac baisse, etc. Et ça c'est pas un engagement énorme, mais ça donne du sens à toute mon existence. Juste, je me suis aperçue que je ne vous avais pas dit que j'avais une boîte. Je ne vous ai même pas parlé de mon entreprise. Donc, je co-crée une boîte de conseil en stratégie qui s'appelle Profil. D'ailleurs, mon associé est une brillante alumni d'HEC. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de le dire. Donc, à la réponse, qu'est-ce que je fais? En fait, ma vie personnelle et professionnelle, elle est extrêmement liée parce que je fais maintenant ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que les entreprises que j'accompagne, ça devient des relations extrêmement fortes. Donc, mais ça, c'est peut-être un luxe d'arriver finalement à se dire je vais dessiner le boulot que j'ai envie de faire parce que je suis dans une forme d'alignement entre mes convictions personnelles et professionnelles. Voilà, je referme la parenthèse, mais je me suis dit, mais ils doivent vraiment penser qu'elle ne fait plus rien, donc je vous le dis. Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la rentabilité, avec peut-être aujourd'hui un besoin de redéfinir la rentabilité pour inclure le défi écologique. Mais dans votre récit d'Armor Group, il me semble que cette redéfinition de la rentabilité a pu être faite par un individu ou des individus, mais que finalement le marché en tant que tel n'aboutit pas à cette redéfinition de la rentabilité. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut justement appliquer cette redéfinition de la rentabilité à des plus grands groupes sans pour autant qu'ils soient individualisés comme c'est possible dans des plus petites entreprises? Oui. Non, merci de cette question qui est fondamentale. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord d'agir à son niveau, déjà à son niveau, pour en fait, en communiquant une expérience qui est une expérience qui, du coup, irradie, irrigue, attire. De fait, je pense que, par exemple, comment je me suis ouvert à l'idée de développer l'actionnariat salarié. Ben, c'est une entreprise que connaît Geneviève d'ailleurs, qui, dans la région nantaise, un dirigeant qui m'a dit « Moi, j'ai ouvert le capital à mes salariés et ça se passe très bien. » Alors que moi, je pensais que c'était compliqué. Je me suis dit « Voilà, comment on va gérer 500 actionnaires salariés par rapport à une équipe de direction, etc. » Ben, en fait, c'est leur exemple, le fait qu'ils l'ont fait, m'a donné envie de le faire. Et du coup, ça se répand aussi par d'autres. Donc ça, c'est un premier niveau, c'est-à-dire témoigner quelque part, enfin, le faire soi-même et pouvoir influencer. Après, je pense qu'il y a aussi à prendre chacun nos responsabilités, c'est-à-dire que si on investit dans une entreprise auquel on ne croit pas parce qu'elle ne s'engage pas sociétalement, ben on est co-responsable du maintien du système. Et je pense qu'il y a aussi à dénoncer quelque part, il y a aussi à oser dénoncer ce qui ne va pas, ce qui nous révolte. Et je pense que, de certaine façon, c'est aussi sous la pression d'un environnement, de plusieurs d'entre nous, que des entreprises vont changer leurs pratiques et vont, du coup, s'obliger à s'engager sociétalement. On voit, il y a certains groupes énergétiques qui commencent à bouger un peu sous la pression, par exemple. Bah, c'est important de continuer et de se dire qu'on a, en fait, on a un vrai pouvoir qui est le pouvoir de l'engagement collectif. Voilà, après, il y a influencer les politiques, il y a des manœuvres de lobbying aussi pour faire évoluer cette économie dans un sens plus humain, plus écologique, plus juste. Alors, si je peux me permettre, l'exemple par capillarité, par porosité est extrêmement important. Après, on se heurte à des règles internationales qui font que les règles IFRS, la façon de valoriser une entreprise, eh bien, ça correspond à des standards internationaux. Et donc, qui sont ceux et celles qui font ces standards internationaux? Parce qu'on est dans un monde où la liberté d'entreprendre est sacrée. Ce qui est utile pour vous n'est pas forcément utile pour moi. Inversement, même si je pense qu'on serait probablement d'accord à 80%. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat d'interdire telle ou telle activité. Bon, il faut que ça reste licite, hein, bien sûr. Donc on est dans un contexte où la liberté d'entreprendre est sacrée, les chaînes de valeur sont mondialisées, et la façon dont on évalue une entreprise sur le front de la rentabilité, c'est des standards internationaux. Ces standards internationaux, ils sont internationaux avec une dominante, une couleur anglo-saxonne très forte.
D'accord ? Comment est-ce qu'on fait pour changer ça, ce fameux récit de la valeur ? Excusez-moi, c'est ma fixette en ce moment. Mais c'est extrêmement important parce que si, avec l'Europe, parce que l'Europe est le continent qui bouge le plus, hein, avec la taxonomie européenne dont vous avez peut-être entendu parler, c'est de dire, bon, maintenant on arrête d'investir dans des activités carbonées et on va plutôt investir, voilà, si j'ai 1 euro à mettre, je vais plutôt le mettre dans des activités soit décarbonées, dont je pense qu'elles ont un potentiel de décarbonation fort. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut flécher l'argent maintenant de façon urgente dans des activités décarbonées. Mais il faut que la valeur de l'entreprise, celui qui va faire ces investissements, il faut qu'il en soit aussi crédité. Il faut qu'on en rende compte. Parce que sinon, facialement, dans son bilan, ça sera une entreprise dont la rentabilité sera dégradée. Et donc, il faut mettre une carotte et un bâton aussi aux régulateurs, mais aussi aux banques. Donc les banques doivent aider des entreprises qui vont avoir des programmes de décarbonation. Alors je parle du carbone, excusez-moi, j'ai une petite déformation, mais c'est beaucoup plus large que le carbone. Ça peut être la biodiversité, c'est l'inclusion sociale, l'éducation, la santé. Donc je vais sortir même de mon prise de carbone. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du carbone ? Parce que le carbone, c'est le climat, c'est la mère de toutes les batailles, mais aussi parce que le carbone, c'est une métrique, c'est une devise, c'est un langage. Et de certaine façon, c'est assez simple, le carbone. Quand on parle de biodiversité, c'est beaucoup plus complexe. Et quand on parle de sujets humains, c'est d'une complexité folle. Et donc, se pose la question du qualitatif. Toute la finance s'est construite sur des indicateurs quantitatifs, univoques, relativement pauvres. Vous verrez, vos cours de finance, franchement, ce n'est pas science rocket. Enfin, vous verrez. Mais quand on introduit des éléments qualitatifs, comme moi je l'ai fait toute ma vie avec la notation extra-financière, c'est très compliqué parce que la politique d'économie circulaire de Danone, comment je la compare à la politique d'économie circulaire, je ne sais pas moi, de Saint-Gobain Et là, il nous faut des labels, il nous faut des certifications, il nous faut des auditeurs. Et en fait, il nous faut toute une profession du chiffre et une profession technique qui n'est pas du tout acculturée à ce langage, parce qu'elle n'a rien pour l'objectiver. Donc, à part le carbone, on sait qu'une tonne de carbone à Delhi, à Munich ou à Paris, c'est bon, on connaît. Le pouvoir de réchauffement, on sait calculer, à peu près. Et encore, on a des marges d'erreur de dingue. Mais c'est pour vous dire que l'introduction du vivant, du monde réel, de tout ce qui fait que la vie a du sel et du goût et vaut la peine d'être vécue, c'est difficilement soluble dans les modèles d'évaluation et les modèles comptables des entreprises. Et donc tous les suppléments que l'on met dans le management, dans le leadership, dans l'engagement, c'est absolument crucial. Mais à un moment, il va falloir aussi qu'il y ait structurellement un point de bascule. Et ce moment est venu. Et vous y êtes. Et c'est pour ça que je pense que plus on va pousser dans cette demande de mettre du vivant dans nos comptes, et plus on va arriver à se mobiliser pour relever ce défi. Yes, bonjour. Mais je vais vous sortir un argument qu'on sort souvent quand on parle du changement climatique, etc. C'est la gestion du carbone dans les pays qui sont moins développés. Enfin, tout le sujet de la COP en Égypte, c'était comment est-ce qu'on va financer la transition énergétique dans les pays moins développés. Je vais être un peu dans le cliché, mais bon, voilà, les Saoudiens, ils font du pétrole, les Chinois, ils font de la grosse industrie qui pollue beaucoup. Au Bangladesh, ils n'ont pas forcément les moyens j'en sais rien, d'installer des indicateurs, etc. Et donc voilà, à propos d'indicateurs, est-ce que ça ne serait pas un peu injuste de les appliquer à des pays où ils ont juste, c'est juste pas la priorité, quoi. Je peux répondre de manière générale. Je pense qu'effectivement, il faut prendre les choses de manière globale. Par exemple, le pourcentage d'émissions de carbone de l'Afrique, c'est 4%. C'est beaucoup moins que la France. Est-ce qu'on va dire, pour réduire le carbone mondial, on empêche l'Afrique de se développer? Ce serait complètement indécent. L'Afrique a besoin de se développer. Donc évidemment, il est fort à prévoir que son pourcentage sa consommation carbone va monter à un niveau acceptable par rapport à son développement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plutôt nos pays qui doivent faire plus d'efforts pour en fait rééquilibrer les choses.
Et donc c'est là où on voit que l'enjeu écologique et l'enjeu de justice sociale et l'enjeu d'équilibre de développement mondial sont vraiment liés et qu'il faut le prendre de manière globale. Voilà. Alors, c'est la question, si je fais très court, nous, on n'a pas d'autre choix de décarboner nos chaînes de valeur. Donc, il va y avoir des contre-coups, effectivement, en Inde, au Bangladesh, en Chine, etc., en Afrique. Mais on n'a pas pour moi, dans le budget carbone, le peu de budget carbone qui nous reste à dépenser, si je puis dire, autant dire rien. La priorité, effectivement, pour moi, ça serait la décarbonation de l'Inde, par exemple. Il faut absolument aider ces pays à se décarboner le plus. Donc, il faut investir massivement dans l'efficacité, l'effacement et dans la mise en place de mix énergétiques. Mais quand je dis ça, il faut Yaka Faucon. C'est une marche qui est terriblement haute. Mais ces pays-là doivent être aidés en majorité, en priorité. Excusez-moi, bonjour, merci pour votre présentation. Vous dites qu'il faudrait aider ces pays à se décarboner comme l'Inde, mais il y a toujours le problème des brevets, c'est-à-dire que pour utiliser des énergies renouvelables, ça demande des technologies de pointe. Et le problème, c'est que ces pays-là n'ont pas forcément à disposition les méthodes pour créer ces technologies. Ça nécessiterait plus de transmission de connaissances. Est-ce que vous agiriez dans ce domaine-là, justement, pour aider ces pays à se développer à la haute technologie, ou est-ce qu'on pourrait faire quelque chose parce que d'une certaine manière on leur demande de se décarboner, mais on leur donne pas trop aussi les moyens pour le faire? Pas éviter le tête-à-tête, mais en fait, si on considère que le climat est un commun et que l'urgence est de décarboner et d'aider, pas mal de technos déjà qui sont déjà dans le domaine public. L'efficacité, ça ne vient pas tant des brevets, de mon point de vue, que de l'impérieuse nécessité de mettre une taxe carbone avec des paliers et de la redistribution sociale. Et tant qu'on ne le fait pas, le problème majeur, il est là. C'est tant qu'on n'a pas un signal prix sur le carbone, et le pétrole, parce que le pétrole, il y en a encore pendant très très longtemps, le pétrole restera l'énergie qui, finalement, l'énergie qui a la plasticité la plus forte. On fait tout avec le pétrole, ça rend absolument des services infinis. Et donc, se passer du pétrole, y compris pour des pays très pauvres, c'est très compliqué. Et le signal prix, un signal prix, une taxe carbone mondiale, c'est une vue de l'esprit. Et donc, c'est réellement être sûr que les budgets qui vont passer par l'installation de mix énergétique. Et pour l'Afrique, Hubert, tu l'as évoqué un peu, on peut faire énormément de choses, mais il y a un problème criant d'infrastructure. Ce n'est pas tellement d'installer à supposer des cycles combinés à gaz qui seraient les moins pires, ou de l'énergie, de l'hydraulique ou du solaire, ou même fabriquer ce qui est des éoliennes, etc. C'est toutes les infrastructures pour acheminer l'électricité. Donc en soi, c'est vertigineux. Mais c'est vrai que l'Afrique, c'est 5% des émissions mondiales. Donc mais peut-être que le plus gros émetteur, celui qui devrait arrêter et appuyer sur le frein très vite, ça serait... Il y en a deux, les États-Unis et la Chine. En fait, notre avenir climatique dépend de la Chine, de l'Inde et des États-Unis. Et après, sur un autre registre, je dirais qu'il faut qu'on soit aussi cohérent. Je vais vous donner un exemple. Une des activités d'Armor Group, on est engagé dans l'économie circulaire, dans les cartouches d'impression laser, notamment copieurs, etc. C'est-à-dire qu'on collecte des cartouches usagées, on les remet complètement à neuf, et on emploie beaucoup de personnes pour ça. Même si remettre à neuf une cartouche d'impression laser, ça coûte plus cher que de produire une cartouche neuve à partir de plastique qu'on va pomper dans les ressources de la matière en Chine et de l'envoyer. Donc c'est un peu un débat qu'on a avec les grands acteurs de l'impression, les HP, Canon, Epson, etc. Effectivement, ils ont une rentabilité très forte sur les cartouches d'impression. Nous, en remanufacturant, en recyclant ces cartouches, on a une rentabilité bien moindre. Le problème qu'on a, c'est qu'on fait face à une concurrence chinoise notamment,
qui non seulement parfois ne respectent pas les brevets d'origine, donc fabriquent des cartouches neuves en plus qui sont des copies des cartouches connues, donc ils les vendent à des prix absolument extrêmement bas, et qui le font en plus en employant par exemple des esclaves ouïghours. Donc il y a des enjeux, des sujets de respect de brevets, des sujets d'écologie, des sujets de droits humains. Les États-Unis viennent d'interdire l'importation de... Alors ce concurrent, en fait, nous menace concrètement l'existence de notre activité. Et comme de beaucoup d'autres producteurs européens, allemands, anglais, etc. Donc c'est un vrai sujet de maintien d'activité. Bon, les États-Unis ont décidé l'interdiction d'importation de ces cartouches au nom de l'utilisation, parce qu'ils ont prouvé qu'en fait cette société utilise des esclaves ouïghours. Et moi je dis, j'arrête pas de dire, mais qu'est-ce qu'attend l'Europe pour qu'on ne le fait pas? Et on voit, on est extrêmement lent. On est extrêmement lent, c'est-à-dire qu'en fait, les administrations publiques et certaines entreprises n'arrêtent pas de continuer à acheter ces cartouches, pourtant en ayant pleine connaissance du fait que ces cartouches ne respectent pas les brevets, qui pompent des ressources de la planète et qui emploient des personnes qui contribuent à l'extinction d'un peuple. Donc il y a des sujets absolument fondamentaux. Et donc voilà, enfin, à un moment, il y a une partie de l'évolution aussi positive de la société qui doit passer par l'arrêt de certaines pratiques, tout simplement. Et pourquoi ça met autant de temps? Parce que effectivement, comme ça coûte moins cher, il y a un sujet derrière de rentabilité des entreprises. Donc on en revient au sujet de la rentabilité. Donc à un moment, il faut accepter que oui, on ne peut pas mettre la rentabilité en premier tout le temps et toujours et tout le temps comment dire, au-dessus des valeurs. Et c'est ça, c'est ce retournement qu'il faut produire. Et je pense qu'il s'agit de voir c'est quoi agir de manière juste. Effectivement, le monde est tellement complexe qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il est juste de faire. Mais je pense qu'au fond, et c'est là où je relie cette question-là à ce qu'on disait au début sur le fait d'être fidèle à vous-même, c'est qu'au fond, il y a certaines actions, on sait très bien si elles sont justes ou pas. Et je pense que ce qui nous est demandé, c'est déjà chacun à nos bornes de faire les choix qui nous paraissent les plus justes. Alors on n'y arrive pas toujours, et puis parfois on ne sait pas. Mais quand on sait, par exemple, sur des sujets d'achat de produits, voilà. Est-ce que c'est cohérent quelque part que d'un côté, on soit tous, je nous mets là-dedans aussi, on soit tous un peu concernés par l'écologie et par le respect des gens, et en même temps on est prêt à faire la queue, jeunes ou moins jeunes, des queues interminables dans des magasins éphémères de produits qui sont importés. On sait très bien qu'ils sont fabriqués dans des conditions absolument lamentables, que ce soit à la fois pour l'écologie et pour le respect des droits humains. À un moment, il faut dire stop. Et ça commence par ça, en fait. Donc on est amené quand même à aller chercher cette cohérence, chacun là où on peut. Et en tant que dirigeant d'entreprise, moi, je suis de plus en plus déterminé, en tout cas, à alerter sur certaines pratiques qui, objectivement, sont néfastes. J'ai une petite question avant de vous relasser la main, parce que je crois que tu vas devoir nous laisser bientôt. Une question, on évoque la hauteur des obstacles, le caractère monumental des enjeux, et on a parlé aussi de l'évidence scientifique, du constat scientifique. Il y a cette phrase de Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Aujourd'hui, on sait presque trop bien que c'est si difficile, pour ne pas dire impossible. Dans votre parcours, pour revenir aussi à cette question de l'engagement personnel, à travers tous nos choix, tous nos engagements, qu'est-ce qui vous fait tenir dans les moments où vous vous dites la barre est trop haute, ou comment on dépasse ça, comment on avance, malgré les échecs aussi? Je vais prendre la parole et puis après je vais me sauver. Dans ce questionnement, alors c'est vrai qu'on est passé avant, dans l'univers, ces sujets-là, ça n'intéressait pas grand monde, donc le signal sur bruit, on le captait très vite. On savait où étaient les émetteurs et parce qu'il n'y avait rien. Maintenant, on est saturé de bruit sur ces sujets-là. Et on est saturé d'un mauvais bruit. C'est un bruit qui parasite. Et on n'y voit pas plus clair. Parce qu'on a l'impression qu'on doit se mobiliser, mais c'est complexe, c'est tétanisant, c'est angoissant. Et au fond,
il y a une forme de démobilisation, c'est vrai. Mais je vais faire une réponse qui va vous paraître peut-être un peu, je sais pas, un peu facile. C'est une question philosophique. C'est comment être juste dans un monde injuste. C'est une question à laquelle Platon a répondu. Alors vous pouvez lire l'intégralité de sa démonstration, mais en fait il dit une chose très simple. Comment peut-on être juste dans un monde qui est injuste, hein, c'est-à-dire qu'on se connaît déjà? Et ben, c'est tout simplement parce que ça nous rend heureux. Voilà, c'est très simple. Parce que c'est ça qui nous rend heureux. Donc c'est ça qui nous fait tenir. Je suis désolée, je n'ai pas autre chose à vous proposer, mais moi ça m'a énormément aidé toute ma vie. C'est-à-dire que se poser cette question de dire oui, là qu'est-ce qu'on fait là? Avec vous, vous allez faire un parcours formidable. Vous allez apprendre un code de la route. Un code de la route, comment est-ce qu'on roule en ce début de siècle avec un réchauffement climatique inédit par sa force, sa brutalité, etc., qui va changer toute notre civilisation. Ce n'est pas un enjeu de société, c'est un enjeu de civilisation. Et vous allez apprendre à manœuvrer. Mais quand vous allez sortir, personne ne respecte ce code de la route. Personne ne le respecte encore. Donc, mais c'est ça qui se passe. C'est qu'on vous apprend des choses sur la rentabilité, oui, mais à quelles conditions, les choix. Est-ce qu'on va acheter un produit dont on sait qu'il a piétiné? En gros, vous achetez un t-shirt à 2 €, vous avez marché sur la gueule de quelqu'un quelque part, c'est évident. Donc mettre de la cohérence, faire attention à ses choix, etc. Et puis vous allez peut-être travailler dans des entreprises ou partager la vie d'amis pour lesquels ces sujets-là sont très très loin. Et voilà. Et donc, comment faire pour gérer cette schizophrénie, ces incohérences? Eh bien, c'est une question de revenir à une forme de centrage personnel. Si ça vous rend plus heureux d'être juste dans un monde injuste, alors ne vous privez pas de cette source de bonheur. Et bonne chance à tous et j'espère vous revoir bientôt. Merci infiniment, Geneviève. Je ne sais pas, Hubert ou Lorraine, si vous voulez partager ou pas. Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Geneviève. Aussi, les personnes avec lesquelles on travaille, les personnes que l'on va côtoyer, leur sincérité dans leurs engagements. Et moi, ce qui me fait tenir aussi, c'est le besoin de nuance que je sens aujourd'hui. Oui, ces sujets commencent à être un petit peu évoqués de plus en plus, mais le besoin de nuance, de pédagogie, d'apprentissage. Voilà, moi je trouve ça aussi très, très enthousiasmant. C'est pas noir, blanc, enfin, on a besoin de nuances. Merci. Moi, ce qui m'aide à tenir, c'est, j'allais dire, le collectif. C'est-à-dire que c'est vrai que face aux enjeux de l'entreprise, tout ça, si je me vois tout seul à la tête en portant le poids, parfois ça paraît énorme et je peux facilement me décourager. Mais je fais cette expérience à chaque fois, c'est qu'en partageant avec les équipes en fait les enjeux et qu'on se dise bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on voit les solutions, à chaque fois se manifeste une force qui est la force de l'équipe. Et très souvent, par rapport à des sujets difficiles, le fait d'être convaincu que la réponse est dans l'équipe, en fait, m'émerveille parce qu'on trouve des solutions auxquelles je ne pensais absolument pas. Donc, d'une manière générale, c'est un peu la force du collectif, la force aussi du compagnonnage, c'est-à-dire de s'appuyer sur des amis en qui on a confiance, sur d'autres, de pouvoir partager même nos faiblesses, enfin mes faiblesses, mes fragilités, mes doutes, et de me rendre compte que je ne suis pas seul à les porter. Voilà, ça m'aide à traverser. Et du coup, c'est aussi célébrer les petites victoires, les victoires sur soi-même, les victoires, voilà, la victoire d'être fidèle. En fait, quand on prend une décision qui est le fruit d'une fidélité à soi, eh ben, ça vaut le coup de la célébrer parce que ça, comme disait Geneviève, ça apporte de la joie. Et je pense de se dire qu'on est sur la bonne voie et que voilà, ensuite c'est pas à pas accepter qu'on voit
aujourd'hui pour aujourd'hui, on verra demain pour demain, et que c'est pas la peine de se projeter non plus trop loin parce que ça peut être décourageant. Donc voilà, la force du collectif. Ouais. Et assumer une forme de vulnérabilité, tu viens d'en parler, mais c'est des sujets qui sont tellement puissants, qui sont tellement forts que oui, parfois c'est difficile, mais voilà, d'accepter cette part de vulnérabilité, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre côté? Merci, oui. Bonjour. Puisque ça fait 30 ans que nous n'avons pas agi, on est dans un véritable cercle vicieux du dérèglement climatique. J'ai une question à vous poser au regard de votre expérience en entreprise et surtout de votre engagement. Quelle est la manière la plus appropriée de répondre? Parce qu'en ce moment, on a deux modèles qui s'opposent un peu. Outre-Atlantique, les États-Unis sont plus dans la récompense, récompenser les bons élèves, ceux qui vont en faveur de la transition écologique. Alors qu'en Europe, on est plus sur des mécanismes restrictifs avec, par exemple, le système d'émission des quotas et bientôt le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. Donc, pour vous, y a-t-il une des deux manières qui est la meilleure pour répondre aux grands défis qui nous attendent, nous? Moi, je pense que il n'y a pas forcément une manière meilleure que l'autre. Ce qui est important, c'est d'agir et d'avancer, quoi. Moi, je dirais simplement qu'il y a peut-être un degré de conscience de l'urgence qui est un peu différent. C'est mon impression, en tout cas, que le modèle américain est moins conscient de l'urgence. C'est-à-dire que... je vous donne un exemple, mais ça, c'est une anecdote. J'étais dans un hôtel à Paris... l'autre jour, et il y avait un Américain qui engueulait le tenant de l'hôtel. C'est incroyable, pourquoi je ne peux pas mettre la clim à 15 degrés aux États-Unis? Je peux mettre la clim à 15 degrés partout. Il disait, oui, mais nous, on a une règle, la clim ne peut pas être mise en dessous de 20. Bon. Et il était furieux, en disant, enfin, c'est lamentable, c'est un manque de service, etc. Et ce que je percevais, c'est qu'il n'y avait pas du tout cette conscience qu'il y a aussi des régulations qui aident quand même à dépenser moins d'émissions carbone. Donc il faut encourager d'un côté, mais il y a aussi des limites à mettre, parce que sinon on ne les met pas soi-même. Donc voilà, Au niveau européen, il y en a fait énormément de directives qui sont adoptées, une réglementation très forte sur le plastique à usage unique, par exemple. C'est au niveau de l'Europe que ça se joue, et après c'est transposé en droit national. Donc l'Europe tire énormément ce sujet d'économie circulaire, de fin du jetable, etc. Donc moi je crois profondément à l'échelon européen pour essayer de proposer un nouveau modèle entre l'économie et la Chine. Entre les États-Unis, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'on va dans une société où on va avoir beaucoup de régulations au niveau de l'environnement, encore une fois, qu'on ne va plus pouvoir vivre, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut plutôt mettre l'accent sur quelque chose de plus positif, justement de venir mettre en avant les comportements individuels plus environnementaux, etc. et mettre peut-être une pression mais moins forte, c'est-à-dire de laisser chacun un peu aller à son rythme, sans dès qu'on commence à faire, par exemple, manger moins de viande, on nous met directement la pression de ne plus en manger du tout, etc. Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que chacun son rythme, chacun part d'où il veut, et enfin, ça c'est d'un point de vue individuel, je pense que c'est très important. Et la fierté est un énorme vecteur de changement. Nous, on l'a vu en accompagnant plus de 17 000 organisations. Quand tu distribues des gourdes en entreprise, tu vas aller toucher la personne qui est très engagée, comme celle qui l'est beaucoup moins. Et en fait, c'est parce que tu vas lui faire un petit geste qu'elle va être fière d'elle et qu'elle va peut-être mettre le pied à l'étrier de quelque chose. Mais tu y vas en lui donnant un objet qui est bien pensé, qui est bien fabriqué, qui est bien conçu. Tu y vas pas en lui matraquant des slogans militants, etc. Donc ça, j'y crois profondément. Que c'est par
par la fierté, par l'engagement personnel que tu vas commencer doucement ta transition. Donc, après, la réglementation, elle va plutôt concerner les organisations, elle va concerner les organisations publiques, etc. Donc, tu vois, on a parlé beaucoup on a parlé des achats dans les appels d'offres aujourd'hui. Il faudrait mettre plus l'accent sur le volet économique, mais aussi sur le volet social et environnemental. Et du coup, ça rejoint aussi comment tu mesures, comment tu donnes des preuves sur tes engagements sociaux et environnementaux. C'est ce genre de choses sur lesquelles la réglementation peut aller. Est-ce que ça répond à ta question ? Une petite dernière. Une petite dernière, là-bas. Iris, au fond, là-bas, au milieu. Merci, bonjour. Donc vous expliquez que vous avez réussi à entraîner avec vous de nombreux actionnaires, qu'il y a, Geneviève expliqué par exemple que vous avez vu que ça bouge énormément, également qu'il y a des actions au niveau européen, mais on a vraiment l'impression que ça bloque, et donc ça se tire un peu dans les pattes partout, toujours dans les médias pour critiquer l'inaction. Mais donc selon vous qui avez été sur le terrain, qu'est-ce qui bloque vraiment ? Quel est l'acteur principal qui bloque vraiment ? Est-ce que c'est les autres États ? Est-ce que c'est les consommateurs ? Ou est-ce que c'est les actionnaires qui se cachent derrière des comportements vertueux mais n'agissent pas vraiment au final ? Bonne question. Je pense que j'ai une réponse peut-être plus d'ordre philosophique et puis après plus d'ordre financier, mais je pense d'ordre philosophique, c'est que je pense que ce qui bloque, c'est sans doute qu'on croit qu'on n'a pas le pouvoir d'agir et qu'on est dépendant des États, de l'extérieur, et que donc on est un petit peu finalement soumis à cette croyance. Alors que je pense qu'on a une capacité de mobilisation, d'entrepreneuriat, de faire bouger des choses absolument incroyable. Je ne sais pas si par exemple il y en a qui connaissent l'association Ticket for Change par exemple, qui montre qu'en fait des jeunes qui se mobilisent peuvent donner naissance à des projets incroyables où il faut regarder toutes les bonnes nouvelles qui se passent, de projets absolument fantastiques qui sont en train de se créer partout. Et donc en s'imprégnant de ces projets entrepreneuriaux qui changent les choses, déjà ça change un peu le regard sur le fait qu'on ne peut pas agir. Après, je pense que oui, il y a aussi une vraie responsabilité du monde financier. En tout cas, ça, je crois. C'est que souvent, et en parlant avec beaucoup de mes pairs dirigeants d'entreprise, on voit que même si un dirigeant d'entreprise a les meilleures valeurs du monde, la meilleure intention du monde, l'envie de faire changer les choses, de faire muter de faire pivoter son entreprise avec ses équipes, etc., si effectivement l'actionnariat dont il dépend, qui est l'actionnaire majoritaire, n'est pas en soutien lui-même, à un moment donné, ça va être très difficile et ça peut même amener à un conflit entre le dirigeant et l'actionnaire. Et donc, j'ai tendance à dire que oui, le premier responsable du changement doit être le monde financier et l'actionnariat, qui doit donner le ton sur le changement qu'il appelle de ses voeux pour qu'on aille vers un monde plus humain, plus écologique, plus juste. Et si le monde financier ne s'engage pas, effectivement, c'est très difficile pour ceux qui sont aux commandes des entreprises et les équipes encore plus de changer les choses. Donc je crois qu'il y a à convertir de certaine façon ce monde financier. Alors ça avance, hein, parce que je vois déjà, on commence à avoir, par exemple, même pour obtenir un crédit de banque, on doit montrer qu'on accomplit toute une série de progrès de responsabilité sociétale. Et certains fonds d'investissement aussi sont soumis de plus en plus à cette contrainte. Mais je pense qu'il faut aller dans le sens de l'engagement plus fort des financiers et de ceux qui ont le pouvoir financier pour aider à la mutation des entreprises et de la société de manière générale. Merci infiniment, Hubert et Lorraine. Merci infiniment. Je vous propose de clore la séance.
pour avoir témoigné aussi si authentiquement et si sincèrement, et pour nous inviter tous à l'engagement, à la réflexion sur ce sujet. Et vous invitez, vous en particulier, à vivre à fond le parcours que vous allez vivre cette année et votre cursus, voilà, avec toutes les pistes qu'on a évoquées et tous les points de vigilance et les points d'enthousiasme aussi. Donc merci infiniment à tous, merci à vous deux. Ouais, peut-être juste un dernier petit mot. Je pense, voilà, vous êtes dans un moment extraordinaire, c'est magnifique que vous soyez là. HEC, c'est un levier, c'est un atout, objectivement. Ça vous, comme le disait Lorraine, ça peut vous ouvrir plein de portes. Voilà, soyez conscients qu'en fait, vous avez un pouvoir entre les mains, qui est un pouvoir de changer des choses. Et donc, utilisez-le vraiment pour plus que vous-même. C'est vraiment ça le message. Avec enthousiasme, avec foi, avec confiance. Et en vous entraînant les uns les autres aussi, vraiment profitez de partager vos convictions, partager vos aspirations, ne restez pas chacun dans votre coin. Voilà, vraiment à cœur de vous dire ça.